On est reparti. Eh bien, après avoir fait une première table ronde consacrée plus spécifiquement aux enfants les plus jeunes, on va grimper un tout petit peu dans l'âge et on va plutôt parler d'adolescents cet après-midi. Et on va commencer par une intervention de Jean-Pascal Assailly qui, d'ailleurs, comme Fanny Ringeau, vient de l'université Gustave Eiffel, donc un petit établissement nouvellement créé. Et je te laisse la parole immédiatement. Je t'invite à venir ici. La blague repose sur le fait que l'université Gustave Eiffel regroupe 10 000 salariés. Bon, je viens juste de passer à la retraite, mais comme ça fait 35 ans que je travaille sur la mise en danger de soi des adolescents, en général, je fais 9 heures de conférence là-dessus, et là, je ne pense pas qu'il va vouloir que je fasse 9 heures. Hein, on va pas... Donc, on va écourter la conférence, mais de toute façon... juste un petit mot avant d'en venir aux raisons de la mise en danger de soi. Il y a deux phénomènes extrêmement importants à comprendre sur les adolescents. Et au début de ma carrière, on ne les comprenait pas, en fait. Le premier, c'est ce qu'on appelle le décalage séculaire, c'est-à-dire que la puberté arrive aujourd'hui 2 ans plus tôt que pour nos ancêtres, pour les filles comme pour les garçons. Et ça, c'est un phénomène qu'on relie beaucoup aux questions aussi d'obésité. Ça traite beaucoup à l'alimentation de notre mère quand on est un fœtus et à notre alimentation, c'est-à-dire la question des pesticides et surtout des perturbateurs endocriniens, puisque vous le savez bien que le déclenchement de la puberté est un phénomène hormonal. Voilà. Mais là, on parle pour le moment que de poils au menton, de seins qui poussent, de voix qui muent, etc. Ça, c'est la puberté. Il y a un deuxième phénomène depuis 30 ans qui est attesté, alors là, par d'autres gens, les gens qui travaillent avec les jeunes, les éducateurs, les travailleurs sociaux. Ils nous disent en gros, les bêtises, ils les font 2 ans plus tôt que les générations d'avant. Les bêtises, c'est les fugues, les rixes, la petite délinquance, le début des consommations régulières d'alcool et de cannabis. Bref, ce que ma génération en faisait à 14, eux, ils démarrent à 12. Et donc, voilà, ça, c'est 2 phénomènes de précocité croissante. Et les gens qui nous ont permis de comprendre le lien entre les 2 phénomènes, ce sont les collègues qui font de la neurobiologie du cerveau adolescent et qui font aussi de l'imagerie cérébrale. Et donc, ils nous permettent de comprendre ces 2 phénomènes qui impactent beaucoup les comportements des jeunes. En gros, il y a 30 ou 40 ans, on pensait que le développement du cerveau était terminé vers 15-16 ans. Et en fait, aujourd'hui, on sait que non, pas du tout. C'est plutôt 22-23 ans. Et ça va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur les statistiques de tout ce qui se passe entre 15 et 22 ans. La puberté, donc, arrive 2 ans plus tôt. Ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? La testostérone arrive 2 ans plus tôt et va inonder de dopamine une partie de notre tête qu'on appelle le système de récompense. Système veut dire que ce n'est pas qu'une seule aire, c'est plusieurs aires. Le noyau quinquince, l'amygdale, le striatum ventral, bref. Et de récompense, ça veut dire que ce sont les aires qui gèrent tout notre rapport au plaisir, quel qu'il soit, que ce soit l'alcool, le cannabis, le sexe, le chocolat, le pouvoir, tout arrive dans cette guerre de triage. Et donc la testostérone va inonder de dopamine le neurotransmetteur que nous éprouvons, que nous sécrétons quand nous éprouvons du plaisir. Et la conséquence, c'est que donc l'adolescent devient beaucoup plus sensible à la récompense que l'enfant qu'il était encore 1 an plus tôt. La sensibilité à la récompense est le phénomène biologique fondamental de tout ce qui va être prise de risque, addiction et transgression. Bon. Et bien sûr, les gens voient bien que les garçons vont être plus sensibles à ça que les filles, puisque le bombardement de testostérone les concerne beaucoup plus. Malheureusement, pour les adolescents, il y a une autre partie de notre tête qu'on appelle le cortex préfrontal, les aires préfrontales, qui, elles, sont en charge de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, la mémoire, l'attention, la plasticité, la flexibilité, la planification. Bref, ce sont toutes les fonctions dans notre cerveau qui vont gérer notre compréhension de toutes les conséquences possibles d'un comportement, positive, négative, plaisir ou pas plaisir, etc. Et les chaînes synaptiques qui relient ces 2 systèmes ne sont pas fonctionnelles avant 22-23 ans. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas myélinisées. Pour qu'une synapse fonctionne, il faut qu'elle soit entourée d'une gaine de myéline, comme au fil électrique. Donc ces 2 systèmes fonctionnent en relative autonomie entre, on va dire, 14 et 22 ans. Ce qui veut dire que par moment, les adolescents prendront beaucoup trop de risques parce qu'ils ne savent même pas que c'est dangereux, en fait. Ou au contraire, des fois, peut-être pas assez. Mais je n'ai pas le temps de développer ça. Donc ça, effectivement, on voit bien qu'on ne va pas pouvoir faire grand-chose à ça, hein, dans le sens qu'on ne peut pas accélérer l'arrivée du contrôle du limbique par le préfrontal, mais on voit bien ce sur quoi on pourrait les aider. Ça veut dire que donc tout ce qui va être planification,
avec qui je rentre ce soir, dans quel état va-t-il être, qu'est-ce qui peut se passer dans tous mes trajets, etc. La résistance à la pression des pairs, parce qu'on voit bien que faire rentrer un copain proche dans une salle allume exactement les mêmes chaînes synaptiques que si vous lui donnez de l'alcool ou du cannabis. Donc c'est très très lié, la mise en danger de soi est très liée au fait de la relation avec un père ou des pères, etc. Et donc ça, c'est un phénomène assez fondamental entre 15 et 22 ans, c'est la question de la résistance à la pression des pères. C'est très difficile de savoir dire non quand on a entre 15 et 22 ans. Et c'est sur ces aspects-là, planification, organisation de sa vie et résistance à la pression des pères qu'on peut essayer de les aider, parce que là, la biologie, pour le moment, malheureusement, ne peut pas les aider. Alors, là encore, je passe. Alors, bien sûr, il y aura un... Parce qu'après, comment dire, on m'a demandé pas seulement de vous expliquer pourquoi ils se mettent en danger, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils se mettent moins en danger. Donc, je ferai une dernière partie là-dessus. Mais c'est évident que déjà, il y a le plus grand facteur de variation, notamment sur la route, bien sûr, c'est la question, non pas de l'âge ou du milieu social, mais du sexe. Puisque 80% des tués sur la route sont de sexe masculin. Que contrairement à ce que les gens pourraient croire, le phénomène ne se réduit pas, c'est-à-dire que les femmes ne deviennent pas du tout comme les hommes, malgré tous les progrès du féminisme et sociaux, mais au contraire, les statistiques sur la mortalité routière, sur les homicides, sur toutes les formes de violence, etc., ont plutôt tendance, alors ce qu'on va appeler la vulnérabilité masculine, elle s'aggrave même encore aujourd'hui, alors que intuitivement, beaucoup de journalistes pourraient penser qu'une femme aujourd'hui c'est comme un homme, ben non. Donc ça, c'est effectivement la question de la masculinité va être assez centrale dans ce qu'on pourra essayer de faire ou pas, parce qu'effectivement, bah, c'est là où il y a les marges de manœuvre pour diminuer des tués ou des blessés. Alors, donc, comme je vous dis, moi j'ai travaillé toute ma carrière sur la question de savoir pourquoi ils se mettent en danger, puisque en fait, la prise de risque, c'est toujours qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne. Bon. Et donc, en fait, tous les adolescents savent très bien que quand vous faites des choses dangereuses ou illégales, vous pouvez perdre une jambe, vous pouvez mourir, vous pouvez perdre votre permis, vous pouvez perdre l'estime de votre copain, etc., etc. Ils le savent très bien. Voilà. Donc, ils le font quand même. Et c'est ce quand même qu'étudient les psychologues. C'est mais qu'est-ce qu'on a à gagner, finalement, quand on fait un comportement dangereux ou illégal? Parce qu'il doit bien y avoir quelques bénéfices. Sinon, ils ne sont pas plus bêtes que des adultes. S'il n'y avait que à perdre, ils ne feraient jamais aucun comportement dangereux. Donc, c'est un petit peu sur cet aspect-là que j'ai travaillé. Et donc, j'ai pu, à travers tous les entretiens que j'ai faits avec les jeunes et les questionnaires, développer un certain nombre de bénéfices des comportements dangereux. Je n'ai pas le temps de développer, mais sachez qu'en plus, c'est presque un tableau à 4 entrées plutôt qu'à 2. C'est-à-dire que la prudence n'est pas exactement l'envers de la mise en danger de soi. Les comportements dangereux, ils ont des bénéfices et ils ont des coûts. Et la prudence aussi, c'est pareil. Elle a des bénéfices et des coûts. Mais ce n'est pas exactement les mêmes dans les cas. Donc c'est presque un tableau à 4 cas, presque 4 entrées qu'il faudrait construire. Mais on va rester pour le moment sur la mise en danger de soi. Le premier bénéfice, quand on va prendre un adolescent qui va prendre beaucoup trop de risques sur son vélo ou sur son scooter, à cet âge-là, jusqu'à 18 ans, ils n'ont pas encore l'âge de la voiture, puis ensuite, entre 18 et 25 avec la voiture, c'est qu'effectivement, c'est une stratégie humaine assez commune qui est de fuir l'angoisse par la peur. Ça, c'est une distinction que j'ai reprise à Freud, qui distingue ce qu'on appelle la phobie, et qui est typiquement, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous fait peur, ben, vous doutez bien que les gens qui ont 5 ans ne disent pas la même chose que les gens qui ont 15 ans. Chez les enfants, ce qu'on appelle la phobie, il n'y a pas de connotation pathologique, c'est que la peur est liée à un agent. Les araignées, les serpents, les kidnappeurs, les sorcières, les assassins, etc. Et progressivement vers l'adolescence, le recours à cette expression symbolique de l'angoisse va diminuer et l'adolescent va plutôt avoir peur de choses beaucoup plus abstraites. Il va avoir peur de son avenir, de rater sa vie, de la guerre, de la planète, etc. Mais des choses qui sont beaucoup moins concrètes. Et donc, eh bien, ce qu'on voit bien chez une fraction des adolescents, notamment ceux qui sont en grande difficulté sociale ou affective, c'est que l'angoisse étant l'émotion humaine la plus difficile à gérer, quand vous êtes angoissé, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Vous pouvez soit prendre du Lexomil, mais si vous n'êtes pas Lexomil, vous allez essayer surtout de vous débarrasser de cette chose qui est la plus insupportable. Et donc, une façon de se délester de ça, c'est d'aller affronter des peurs plus concrètes. Donc, se faire bien peur avec un vélo ou avec une mobilette sur la route,
affronter le vertige de la vitesse et le risque d'accident, ça devient plus concret que la peur de rater sa vie, par exemple. Donc ça, c'est une thématique. Et là, donc, effectivement, sur les actions possibles, on voit bien qu'on va être plus dans le registre d'actions individuelles de type psychothérapeutique. Hein. Et je dirais que s'il y a un champ qui est très intéressant, enfin, qui m'a beaucoup intéressé pour comprendre cette fraction-là des adolescents, c'est ce qu'on appelle l'alexithymie. A, c'est privatif. Lexie, c'est lire ou nommer. Et thymie, c'est l'émotion. Ça veut dire ne pas savoir lire ou nommer ses propres émotions. Ça, c'est quelque chose que connaissent très bien tous les psychiatres qui travaillent sur la question des addictions. Les ados qui deviennent toxicomanes ou alcoolodépendants. Très souvent, on a cette conséquence des attachements de la prime enfance, que nous appelons des attachements insécures, qui fait que toutes les émotions affectives du lien deviennent trop source d'anxiété ou source de souffrance, et que donc on va progressivement, l'adolescent va les mettre à côté de sa confiance, de sa conscience, il n'y aura plus accès. Et donc, ces émotions négatives vont continuer à agir au fond de lui, mais d'une façon inconsciente, parce qu'il ne peut plus lire ses propres émotions. Voilà. Et donc, là, il va remplacer l'émotion par la sensation. Comme il n'a plus accès aux émotions, il va rechercher les sensations. Il faudra qu'elles soient de plus en plus fréquentes, de plus en plus fortes, de plus en plus intenses, pour vivre quelque chose. Et donc après, la vie amènera certains vers la montagne et ils deviendront des freeriders qui pourront mourir dans une avalanche, d'autres sur le surf et ils mourront en mer, d'autres sur l'alcool ou le cannabis et ils deviendront des addicts. Donc là, on est sur des solutions plus individuelles, évidemment. Ensuite, il y a un deuxième aspect qui, alors là, on pourrait dire qu'il n'est pas de l'ordre de la déviance, qui est le besoin de sensation et aussi, pour la plupart d'entre nous, un besoin biologique, biopsychologique normal. Si vous ne ressentiez jamais rien dans votre vie, je ne sais pas quel serait votre équilibre. Hein. Et donc, il y avait quelqu'un qui m'avait beaucoup intéressé, qui s'appelait Roger Caillois, qui était un ethnologue, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Des hommes et des jeux » en 1952, où il distinguait, vous voyez, deux grands types de dimensions de la recherche de sensations, soit la recherche du vertige et du spasme qu'on voit bien sur les sports extrêmes, en montagne ou en mer, la vitesse, et puis aussi, bien sûr, tout ce qui va être alcool, cannabis, etc., cocaïne. Et puis, ce qu'il appelait la recherche des limites. Hein, et on voit bien la popularité de ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il était assez prophétique, hein, en 1952. On voit bien la popularité du fait d'aller au-delà de soi, hein, au-delà comment dire, dans toutes ces épreuves, qui est assez aussi typique. Bon, et donc là, effectivement, eh bien... On pourra... alors ça, c'est un mécanisme qui pousse beaucoup de gens qui peut pousser les gens vers une prise de risque excessive ou vers des consommations excessives. Là, sur les actions possibles, il y a un débat qui vient sur le fait de savoir est-ce qu'on peut créer des terrains d'aventure de l'exercice de cette pulsion sur des milieux protégés. Vous savez les enfants, hein, dans les cours des aires de jeu, on les laisse prendre des risques pour des sensations avec les balançoires ou les trucs, mais on met une surface où ils ne risquent pas de se casser la jambe quand ils tombent. Bon. Donc, entre 15 et 25 ans, quel serait l'équivalent ? Dans les années 50, à Chicago, on avait créé des clubs de boxe pour dire, en fait, s'ils vont faire de la boxe dans un club, il y aura moins de risques, il y aura moins de violence dans les rues. Ça avait bien marché. Bon. On a essayé d'appliquer ça au circuit Carole avec les motards en se disant ils veulent conduire à 150 sur la route, mais ce n'est pas du tout adapté à ce qu'est la route aujourd'hui. Donc faisons des circuits où le samedi après-midi, ils peuvent rouler à 150 sur un circuit parce que c'est protégé. Et puis après, quand ils reviendront sur la départementale, là, ils rouleront à 80 puisque le besoin a été satisfait. Malheureusement, et donc on n'a pas toujours vu effectivement des évaluations positives de ça. La Maïf m'avait à un moment beaucoup lancé là-dessus sur la question vous savez, les acrobranches, les terrains d'aventure. Voilà. Ça reste ouvert. J'étais peut-être plus enthousiaste là-dessus il y a 20 ans qu'aujourd'hui, mais l'idée d'un terrain protégé de l'exercice de la pulsion me semble toujours une idée qui pourrait être intéressante. En tout cas, que le milieu soit moins dangereux, ça serait quand même une bonne idée. Ensuite, quelque chose aussi qui est très très fort entre 15 et 25 ans, qui après restera aussi au long de la vie, c'est la distinction entre identité personnelle et identité sociale, image propre et image sociale. Mon image sociale de moi, c'est qu'est-ce que je pense que autrui pense de moi. Qu'est-ce que je pense que mes meilleurs copains pensent de moi? Qu'est-ce que je pense que mon père pense de moi? Qu'est-ce que je pense que mon prof d'anglais pense de moi? Qu'est-ce que je pense que mon épouse pense de moi? Bon. Et donc, ce qu'il pense de moi, en fait, je ne le saurai jamais réellement, puisque je ne suis pas dans sa tête. Ce qui va être opérant, c'est qu'est-ce que je crois qu'il pense de moi.
Donc ça va être toute la question de la popularité, du prestige. Et effectivement, c'est extrêmement important à l'adolescence. Et d'ailleurs, par moments, ça peut être très contre-productif parce que, par exemple, quand on fait de la sociométrie, on essaie de voir qui est-ce qui est populaire dans une classe. Et bien, contrairement à ce que vous pourriez croire, des fois, les sujets délinquants peuvent être très populaires. Et ils reçoivent plus de votes, en quelque sorte, parce que les gens disent « Ah, il est courageux quand même, lui, il ose affronter les flics. Hein. Ben ouais, quand même, bon, voilà. » Donc, en fait, on peut être amené à faire beaucoup de choses dans la vie pour plaire à quelqu'un, mais surtout parce qu'on croit que ça va lui plaire. Donc, si effectivement la grande vitesse sur la route ou fumer beaucoup de cannabis va devenir un critère, eh bien, de popularité, ça peut pousser le jeune vers de développer ce comportement plus avant. Voilà. Et donc, là, on voit bien effectivement, alors la vitesse, par exemple, et l'alcool, vous savez, c'est exactement tout ce qui a été au cœur de nos actions sur le conducteur désigné. C'est-à-dire, effectivement, là, on va travailler sur l'image. Hein, quelle est l'image sociale du conducteur? Est-ce que ce qui plaît aux filles, c'est d'être avec 2 grammes d'alcool et de prétendre les ramener en sécurité? Ah ben non. Donc on va ringardiser l'image du conducteur alcoolisé qui prétend ramener les autres. Donc on a ce travail-là. Et là, c'est évident qu'il y a tout un travail. Alors pour les actions, tu me demandais qu'est-ce qu'on peut faire. C'est évident que là, il y a un travail d'une part en direction des parents, puisque comme on sait qu'effectivement, il y a une forte transmission intergénérationnelle de l'accident, de l'infraction, du style de conduite, et plus généralement d'un ensemble de valeurs comme le rapport à la règle, le rapport à autrui, c'est sûr que là, il faut voir un petit peu quel genre de parents à l'adolescent. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, si eux-mêmes sont déviants, c'est sûr que ça n'aidera pas. Donc là, on peut avoir un travail vers les parents sur leur responsabilité de ce qu'ils donnent à voir à l'enfant, en matière de vitesse, en matière d'alcool, par exemple. Et puis, effectivement, le travail sur les groupes de pairs, c'est-à-dire, effectivement, comment est-ce qu'on acquiert la popularité. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être une piste aussi. Hein, et alors, à la limite, ça me permet de revenir un peu vers la question du genre, parce qu'elle est quand même assez fondamentale. Hein. Enfin, je veux dire, sur accident de la route, sur accident sport, sur homicide, sur suicide, sur un nombre de choses. Il y a une telle vulnérabilité masculine. Et donc, alors, au niveau des actions, quand je dis aux gens, 80% des tués, c'est des jeunes hommes, alors après, très vite, en fait, on ne fait rien. C'est-à-dire que les gens disent, oui, alors faudrait les châtrer, ou il faudrait qu'ils accèdent au volant qu'à 25 ans. Vous doutez bien qu'on ne fera jamais des choses comme ça. Bon. Donc, on ne va pas transformer les hommes en femmes. Donc, on ne pourra pas changer un certain nombre de choses. On ne peut pas changer ce qui est de l'ordre du biologique. Par contre, effectivement, on pourrait quand même travailler un petit peu sur la question des stéréotypes de sexe, sur la question de l'adhésion des pratiques parentales éducatives à ces stéréotypes. La question fondamentale, finalement, c'est celle de la masculinité. Pour un jeune garçon français aujourd'hui qui a 15 ans en France, vouloir devenir un homme n'est pas spécialement déviant. Il y a une petite minorité qui viendra transgenre, mais la grande majorité veut devenir un homme. Bon. Le problème, c'est que si pour un jeune Français de 15 ans, devenir un homme, ça veut dire être assez agressif, boire beaucoup, fumer beaucoup de cannabis, mais ce n'est pas tellement ça le problème, c'est surtout prétendre faire tout ça en sécurité, en maîtrisant. Voilà. Donc, si ça, c'est les valeurs masculines, effectivement, dans ce cas-là, on verra toujours cette hécatombe des sujets masculins sur la route et on n'y fera rien du tout, parce que pour le moment, on ne fait pas grand-chose. Hein. Je veux dire, c'est qu'on constate cette énorme vulnérabilité masculine, mais à l'école, ils ont les mêmes cours de prévention, ils ont les mêmes cours à l'auto-école pour apprendre à conduire. Quand ils font les zouaves sur la route, ils ont les mêmes stages de récupération de points. Bref, on fait comme si sur la route, un homme et une femme, c'est la même chose, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes à surmonter. Donc là, il y aura tout un travail, effectivement, sur savoir, effectivement, comment est-ce qu'on peut changer l'image de la masculinité. 2 minutes. Et pour terminer, une dernière piste, on en revient à la question de l'auto-évaluation, qui est assez fondamentale. Quand les gens venaient voir Socrate sur l'Agora en lui demandant « Mais dis-nous, comment obtenir la sagesse? Comment atteindre la vérité ?» Socrate leur disait « Écoute, la sagesse n'est ni dans les livres, ni même dans ma bouche. La sagesse, c'est ce qu'il appelait la maïotique, c'est « connais-toi toi-même. Sache réellement quel genre de personne tu es. » Et donc, quand on a fait la réforme de la formation du permis de conduire, la formation en auto-école et la formation de l'examen, on a créé un petit outil théorique que je n'ai pas le temps de développer, mais que je pourrais vous envoyer des liens sur Internet. On a fait beaucoup de choses là-dessus.
qui s'appelle la matrice GDE, Goals of Driver Education, les objectifs de l'éducation du conducteur. Et ce qu'on montre bien, c'est que finalement, un des travaux les plus importants qui est devant nous, c'est de développer une meilleure auto-évaluation, c'est-à-dire une évaluation plus réaliste de ses propres compétences. C'est-à-dire effectivement que ce soit au niveau du pilotage. Si vous prenez, on va prendre deux choses, la performance et la motivation. La performance, c'est que si vous prenez moi et Lewis Hamilton, vous voyez très bien qu'il sait faire des choses que je ne sais pas faire au volant. Mais ça, c'est pas ça qui est grave. C'est si moi, je me prends pour lui et que je me donne des niveaux de difficulté de la tâche qui sont à son niveau. Dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que moi, je vais dans le décor. Si par contre, je sais très bien que mon niveau, il est là et lui là, je vais me donner des niveaux de difficulté de pilotage qui seront adaptés à mon niveau. Et donc, ça me ferait que je n'aurais pas plus d'accidents que lui. Eh bien, c'est la même chose pour l'alcool et le cannabis. Entre celui qui, au bout d'une soirée très arrosée, dit « Ben non, ça va, moi j'assure, je vous ai toujours ramené, moi à 2 grammes, de toute façon, je maîtrise, je tiens bien la bouteille, voilà. » Entre celui qui dit ça et celui qui dit « Bon, allez, là, je ne suis pas vraiment en état, prends les clés, ramène-nous. » Pour la même dose d'alcool, c'est bien pour ça que j'insiste là-dessus, pour la même dose d'alcool, pour la même dose de cannabis, donc c'est bon bien que ce n'est pas uniquement la question de la consommation, vous allez dans un cas vers l'accident mortel et dans l'autre cas vers le fait de rentrer sain et sauf chez soi, et c'est donc pas exactement la même conséquence du même comportement. Donc la seule chose qui a changé, c'est l'auto-évaluation plus réaliste de ses propres compétences et de ses propres attitudes. Et donc effectivement, alors il y a des aspects où des fois c'est très difficile. Vous voyez bien que si on est sur l'alexithymie, c'est très difficile de demander à un alexithymique d'être plus compétent pour ressentir ses propres émotions. Mais tous les jeunes Français ne sont pas alexithymiques. Et il y en a certains, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire surtout pas ce que je viens de faire depuis 20 minutes. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas leur faire un discours magistral, vertical, qui va leur faire un truc sur le cannabis en France, les filles, les garçons, les statistiques, les camemberts, et ça. Non, ça. La seule chose qui pourrait être intéressante, c'est le cannabis et toi. Quel effet du cannabis sur ta conduite ? Et donc, non, moi le cannabis, il y a que l'alcool qui est dangereux. L'alcool, ça rend les gens agressifs. Moi, le cannabis, dès que je fume, en fait, je conduis mieux quand j'ai fumé. Je n'ai pas fumé. Ah ben non, c'est pas ce que disent les études, pas exactement. Voilà. Donc, on va travailler. Donc, vous devez bien, on va rentrer dans le champ qu'on appelle les méthodes actives. C'est-à-dire, on va rentrer sur ce qui est de l'ordre du coaching, de la dynamique de groupe, de la prévention par les pairs. C'est-à-dire que là, progressivement, on va essayer de mettre le sujet face à ses propres incohérences. Voilà. C'est tout un travail éducatif qui est devant nous et qui est loin d'avoir été encore bien amorcé, quoi. Voilà quelques idées. J'ai écrit beaucoup de livres sur ces choses-là. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir me voir. Je vous donnerai des références. Je crois que mon temps est terminé. Merci beaucoup, Jean-Pascal. Merci beaucoup pour le respect du délai aussi. On laisse immédiatement la parole à David Sayag, qui, lui, va nous parler à nouveau de comment la question de l'âge, en particulier de l'adolescence, peut se croiser avec d'autres paramètres sociaux. Et Jean-Pascal, on a un peu parlé, on va parler à nouveau de genre. Bonjour tout le monde. J'en profite pour remercier Cyril, qui a été le principal initiateur déjà, mais aussi le principal architecte et le principal artisan même de ces journées. Je pense que... Merci encore. De cette journée, pardon. Alors ma présentation, elle va notamment s'appuyer sur mes travaux de thèse que j'ai soutenus en 2018. Donc ça date d'il y a à peu près 4 ans. Pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le concept de socialisation, retenez qu'il désigne simplement l'ensemble des processus qui façonnent tout au long de notre vie nos manières d'être, de penser et d'agir. Mon projet de thèse est parti du constat que c'est principalement durant l'adolescence que les filles sont généralement moins physiquement actives que les garçons. Et le vélo, qui constitue inévitablement une activité physique, ne fait pas figure d'exception, y compris en Hollande, où les femmes sont pourtant dans leur ensemble, elles pratiquent autant, voire davantage le vélo que les hommes, mais ce n'est pas le cas durant l'adolescence. D'où la question de recherche initiale qui visait simplement à se demander pourquoi, notamment durant l'adolescence, les filles font moins de vélo que les garçons.
Donc il s'agissait de la question de départ, mais on va aller au-delà en montrant que les socialisations cyclistes sont à la fois alimentées par des processus de socialisation sexuée et renforçatrices de ces mêmes processus. Juste un peu de littérature pour vous indiquer que mes lectures m'encourageaient d'une part à m'intéresser au processus de renforcement des socialisations sportives sexuées, d'autre part à me pencher sur les processus de socialisation urbaine et mobilitaire sexuée. Et il ressort surtout de cette littérature que la période de l'adolescence se caractérise par un renforcement des injonctions sexuées à investir librement l'espace public d'une part et à s'adonner à des activités physiques et sportives d'autre part. Injonctions qui sont notamment émises par les pratiques éducatives des parents, mais pas seulement. Certains travaux pointent du doigt les rôles des groupes de pairs, les rôles des médias, des normes de beauté, des normes d'appropriation masculine de l'espace public, des règlements sportifs, etc. Et on va revenir sur chacun de ces aspects. Je passe vite sur la littérature. Je vais faire de même pour les questions de méthode, afin d'insister plus longuement ensuite sur les résultats. Donc, ma thèse s'est appuyée sur des méthodes quantitatives et qualitatives. J'ai commencé par exploiter la dernière enquête nationale transport et déplacement qui était disponible à l'époque. Puis j'ai mené des enquêtes de terrain basées sur des campagnes d'observation et d'entretien réalisées au sein de milieux géographiques et sociaux très variés des métropoles de Montpellier et de Strasbourg. Et 3 petites études originales ont été réalisées en complément. J'évoquerai rapidement les apports de l'une d'entre elles. On va donc s'attarder sur les principaux résultats. Plusieurs enseignements sont d'abord ressortis de l'exploitation statistique de l'enquête nationale transport et déplacement, notamment le fait que pour les adolescents comme pour les adolescentes, la probabilité de pratiquer chute avec la montée en âge et qu'elle est au plus bas lorsque la personne de référence du ménage n'a aucun diplôme, lorsque le revenu par unité de consommation du ménage est faible et également en quartier prioritaire. J'ai par la suite constaté d'une part que le clivage sexué se creuse surtout entre les classes d'âge 11-13 ans et 14-16 ans, d'autre part qu'il est de manière très significative, plus prononcé en quartier prioritaire. Cependant, ces résultats donc, quantitatifs ne me disaient rien des processus sociologiques qui sous-tendent ce constat. C'est donc ce que j'ai essayé d'explorer par la suite. Quand, lors des entretiens, je demandais aux enquêtés de me raconter une anecdote, la plupart m'ont raconté le souvenir d'une chute à vélo. Et comme l'illustrent ici les propos tenus par Hawa, j'ai très vite remarqué que les filles insistaient beaucoup sur les détails inesthétiques des traces laissées par leur chute. Ce constat il fait fortement écho aux travaux qui montrent en quoi l'adolescence est marquée par un renforcement des injonctions sexuées aux soins corporels, qui invitent davantage les filles à se maquiller, à gommer les marques, à voiler les imperfections, etc. Et à ce sujet, j'ai constaté que la plupart des filles enquêtées avaient incorporé l'idée qu'il n'est pas bienvenu pour une femme de s'afficher avec des traces de cambouis, notamment, ce qui ne facilite pas leur acquisition de compétences en mécanique du vélo, qui sont essentiellement, ça a déjà été dit, transmises de père en fils, et qui ne sont pas, il faut le savoir, qui ne sont pas sans effet sur les opportunités de mobilité offertes, puisque je me suis rendu compte que le déficit de compétences mécaniques des filles sert parfois de prétexte aux parents pour leur interdire de trop s'éloigner du domicile ou pour exiger qu'elles soient accompagnées. Petit retour à la littérature, même si je ne pouvais pas m'appuyer sur des travaux de sociologie du vélo, je me rendais bien compte que mes résultats corroboraient de nombreuses publications, à commencer par celle de Marie-Axelle Granier sur la socialisation sexuée au risque, qui se traduit notamment par le fait que les adolescentes apprennent à être davantage découragées par des contextes de circulation avec un volume ou une vitesse de trafic élevée et sans aménagement cyclable séparé, soit en fait des contextes qui nécessitent de l'expérience et des compétences qu'elles développent peu, en pratiquant peu, comme en témoigne la persistance à l'âge adulte d'une plus grande dépendance
finalement des femmes aux aménagements cyclables séparés. Et ce qui a émergé de manière tout aussi prégnante, c'est que notamment dans les territoires peu denses, la perception du risque routier, elle se traduit pas seulement par la menace d'un accident à proprement parler, mais aussi par la menace de l'enlèvement, comme ça a été dit, qui elle-même est très rattachée à la menace perçue du risque d'être violé. Or, cette peur fortement sexuée favorise le renforcement des pratiques éducatives différenciées et également des inégalités d'accès à l'espace public qui en découlent. Bien souvent, les filles se voient plus fréquemment dissuadées de se déplacer seules, de sortir du quartier de résidence ou du village, de pratiquer la nuit, de s'aventurer. Elles sont plus souvent poussées à communiquer leur itinéraire précis à leurs parents et elles se voient plus systématiquement dissuadées de se rendre dans un lieu lorsqu'elles ne connaissent pas l'itinéraire. Au final, comme l'indiquait la diapo précédente, elles sont davantage maintenues dans la sphère domestique. Elles consacrent davantage de temps à l'hygiène, à l'esthétique, aux études et aux tâches ménagères et elles ont donc moins de temps à consacrer aux loisirs de manière générale. À ces pratiques éducatives sexuées s'ajoutent des injonctions différenciées à produire des efforts physiques et à développer sa masse musculaire. J'ai été alerté sur le terrain, notamment lorsque j'enquêtais en lycée, par le fait que les adolescentes venaient régulièrement me demander si le vélo pouvait vraiment, comme elles avaient pu l'entendre ou le lire sur Internet, faisait vraiment grossir les cuisses, ou grossir les mollets. Donc ça m'a alerté et j'ai effectivement pu constater par la suite la présence d'articles publiés sur des supports très variés, y compris sur des sites internet donnant la parole à des médecins qui contre-indiquent explicitement la pratique du vélo ou ne la recommandent, comme ici, que sous certaines conditions restrictives, préconisant notamment de ne pas forcer, d'éviter les côtes, de mouliner, sous prétexte donc d'un inévitable gonflement des muscles des jambes. En opposition, les garçons bénéficient généralement de temps dédiés aux loisirs bien supérieurs. De plus, il faut savoir que l'adolescence est marquée par une raréfaction des transmissions parentales croisées, c'est-à-dire que les transmissions père-fille et mère-fils se raréfient pendant l'adolescence. Or, si les pratiques mère-fille sont plus rares et qu'elles prennent le plus souvent la forme de balades qui sont l'occasion de renforcer leur complicité autour de la discussion notamment, les pratiques père-fils donnent elles prennent souvent la forme de randonnées VTT ou d'excursions en vélo de course qui sont l'occasion de se challenger entre père et fils sur le plan des prises de risques ou sur celui des capacités physiques, notamment en termes de vitesse et d'endurance. Et on retrouve des dynamiques similaires au sujet de l'influence des pères, puisque les entre-soi masculins à vélo durant l'adolescence sont le plus souvent l'occasion de ce que certains sociologues appellent des mises à l'épreuve de la virilité, qui prennent souvent la forme de défis improvisés. Et ces tendances, elles sont largement renforcées par l'influence des médias sportifs. Le cyclisme féminin reste, à travers le Tour de France, l'un des symboles les plus forts du déséquilibre de médiatisation entre les sports féminins et masculins. De plus, le Tour de France demeure quand même un spectacle où les femmes sont là pour faire de la figuration, alors qu'il est l'occasion pour les hommes de faire démonstration de force, d'endurance, de résistance, d'appétence pour la conquête de territoires, etc. En parallèle de la médiatisation se pose aussi l'enjeu de la réglementation sportive sexuée, qui est fortement liée aux enjeux économiques. Je vais peut-être vous apprendre quelque chose, mais il devient de plus en plus courant que des femmes remportent contre des hommes des épreuves cyclistes d'ultra-endurance de plus de 4000 km, donc en épreuve mixte. Donc, certaines femmes remportent ces compétitions contre des hommes. Et malgré ce constat, le parcours officiel de l'édition 2022 du Tour de France féminin reste 3 fois moins long que celui de l'édition masculine, et on connaît en sociologie la propension des règlements sportifs sexués à renforcer les stéréotypes de genre, les croyances de genre.
À ces injonctions véhiculées par les médias s'ajoutent celles véhiculées par les vélos eux-mêmes, alors que la quasi-totalité des types de vélos sont perçus comme des vélos de garçons par les enquêtés. Les filles qui souhaitent opter pour un vélo qui fait fille à leurs yeux ont des alternatives considérablement plus limitées, et surtout le type de vélo vers lequel elles sont le plus incitées à se porter tend à restreindre leurs possibilités à des mobilités qui sont apaisées et sur des terrains relativement lisses. Par ailleurs, j'aimerais insister sur l'effet tout aussi important de certaines normes sexuées. Je fais remarquer dans ma thèse qu'à l'adolescence, les filles comme les garçons ont généralement intégré la norme selon laquelle, sauf en cas d'ébriété, l'homme conduit la femme. Dans le cadre de l'usage du vélo, cette norme semble vraiment renforcée par la croyance selon laquelle les garçons seraient naturellement capables de réaliser des choses physiquement impossibles pour les filles. Et donc, de manière quasi systématique, dans ces situations de mixité, les filles sont beaucoup plus souvent transportées que transporteuses, et elles ont ainsi moins l'occasion de développer les habiletés et capacités physiques nécessaires à cette pratique qui est beaucoup plus courante qu'on ne le croit pendant l'adolescence. À cet aspect s'ajoute le constat que l'adolescence constitue bien souvent la période durant laquelle les filles subissent leur premier harcèlement sexuel de rue. Ces expériences, qui sont souvent associées à une surveillance parentale accrue, renforcent généralement l'adhésion à l'idée qu'une jeune fille ne doit pas tout simplement se déplacer seule. Et il est courant que les adolescentes arrêtent de faire du vélo après avoir été harcelées, soit sifflées comme dans cet extrait, ou parfois klaxonnées, insultées, suivies, touchées. Il y en a qui se font cracher dessus. Voilà quelles sont les expériences des femmes dans l'espace public, notamment à vélo. Et ces expériences conduisent à une transformation de leur manière d'appréhender cet espace public et se traduisent par ce que Marilène Lieber appelle des stratégies de contournement du risque. Les filles apprennent notamment à tracer, c'est-à-dire à ne pas stationner dans l'espace public, à ne pas trop s'aventurer dans des lieux inconnus, à ne pas trop se pencher en avant sur leur vélo, à s'habiller de manière plus neutre, voire plus masculine, à faire des détours, ou plus simplement à éviter de se déplacer seules. Donc autant de raisons qui font que même celles qui continuent à faire du vélo n'ont pas la même liberté d'accès à l'espace public que les garçons. Alors pourquoi ce clivage entre filles et garçons est particulièrement prononcé dans les territoires populaires et en particulier dans les quartiers prioritaires ? Cela alors même que les garçons et les filles de ces quartiers partagent généralement plusieurs caractéristiques, notamment le fait de valoriser fortement la voiture, de déprécier le vélo en tant que mode de transport, d'avoir des parents qui n'en font pas, et souvent une mère qui n'a pas appris à en faire, de ne pas avoir de vélo personnel en bon état de marche, ou encore de ne pas pouvoir stationner un vélo de manière sécurisée. Donc plein de points communs entre filles et garçons, mais les normes d'appropriation masculine de l'espace public en quartier prioritaire sont beaucoup plus prégnantes qu'ailleurs. Il en va parfois de la réputation des filles de s'afficher à vélo dans le quartier, à l'exception d'un usage qui serait vraiment manifestement utilitaire. On peut ajouter que les zones résidentielles les plus pauvres sont particulièrement concernées par les risques réels pour les jeunes d'être tués à vélo, ce qui renvoie aux socialisations sexuées au risque. Et puis, sur le plan des pratiques éducatives, les filles de ces quartiers ont souvent des mobilités très surveillées. Elles ont des mères qui n'ont jamais appris à faire du vélo, donc des modèles féminins qui ne savent pas faire du vélo. Et elles sont très tôt chargées par des tâches domestiques et par l'encadrement des enfants plus jeunes qu'elles. C'est tout l'inverse pour de nombreux garçons qui habitent les mêmes quartiers, pour qui le vélo constitue à la fois un support d'affirmation du courage et d'habileté physique particulière, et un support d'affirmation de leur droit de présence dans l'espace public, même si, bien entendu, et j'ai écrit 2 articles à ce sujet, les socialisations cyclistes des garçons de QPV et même des garçons d'un même QPV peuvent être très variées, et c'est la même chose pour les filles. Mais là, je brosse le tableau dans les grandes lignes. Le clivage
sexuée semble au contraire atténuée au sein des franges culturelles des classes moyennes, intermédiaires et supérieures, où les filles sont généralement moins chargées par les tâches domestiques, davantage encouragées à pratiquer une activité physique régulière, davantage concernées par des préoccupations écologiques, davantage concernées par des sociabilités mixtes, garçons-filles, davantage concernées par des parents cyclistes et des copines avec qui pratiquer, davantage concernées par un rapport positif au lieu de résidence, souvent lié d'ailleurs à la qualité du réseau cyclable qui irrigue leurs principales activités, leurs principales aires d'activité. Et enfin, comme l'illustre bien cet extrait, bien souvent au travers de transmissions familiales entre mère et fille, elles apprennent davantage à s'approprier le vélo comme un partenaire, comme un allié qui leur permet de limiter leur sentiment de vulnérabilité dans l'espace public. Il est temps de récapituler ce qui se joue durant l'adolescence. C'est donc une intensification des socialisations cyclistes qui se traduit par un renforcement d'habitus sexués, coproduits et mutuellement renforcés par des compétences sexuées qui débouchent à la fois sur une restriction des possibilités réelles de pratique des filles et sur un accroissement de celles des garçons. Pour caricaturer les dynamiques global, on peut parler de cercles vertueux pour les garçons et de cercles vicieux pour les filles qui sont moins incités à faire du vélo et qui renforcent de ce fait des habitus et des déficits de compétences qui limitent leur possibilité réelle d'en faire. Même si, bien entendu, toutes les adolescentes ne sont pas sujettes de la même manière aux mêmes injonctions, celles qui impactent essentiellement des filles participent notamment à renforcer leurs inclinations à protéger et soigner leur corps, à éviter de trop forcer physiquement, à éviter les activités mécaniques, à craindre de se déplacer seul, de s'aventurer hors de l'espace connu et de stationner dans l'espace public. Et ces inclinations restrictives, elles ont pour effet de limiter leur possibilité réelle de s'engager dans des formes de pratique du vélo ludique, de vitesse, de force, d'endurance, solitaire, aventurière, improvisée ou encore d'occupation. Cela alors même qu'on observe les effets précisément inverses pour les garçons dans leur ensemble. Et j'en viens, c'est parfait, il me reste à peu près une minute, j'en viens à la discussion. Le constat en quartier prioritaire, il met en lumière le déficit d'image dont souffre le vélo, mais aussi l'importance de favoriser l'accès de tous les enfants à un vélo, mais aussi à des stationnements et des équipements sécurisés. Mes résultats encouragent à poursuivre peut-être le programme Savoir rouler au collège et surtout à développer le savoir réparer, mais à condition de former les intervenants et les intervenantes aux problématiques de genre et aux dynamiques intersectionnelles. Plus généralement, mes travaux permettent de mettre en garde contre un écueil très courant qui consiste à croire qu'il suffit d'investir massivement dans des aménagements cyclables séparés, bien éclairés, ou même d'atteindre une parité femmes-hommes parmi les cyclistes pour parler d'égalité d'accès au vélo entre femmes et hommes. Il faudrait, pour envisager réellement de parler d'égalité, que les femmes se sentent aussi libres de rouler au sein du trafic motorisé, d'adopter l'itinéraire le plus rapide sans faire de détour, de se pencher sur leur vélo, quelle que soit leur tenue vestimentaire, de pratiquer seul, de pratiquer la nuit, de s'aventurer, de stationner, etc. Donc c'est finalement toute la société patriarcale qu'il faudrait déconstruire, ce qui implique d'agir sur les processus de construction du genre à tous les niveaux. Et j'ai souligné l'importance des pratiques éducatives, mais aussi des socialisations sportives. Et au final, ma thèse suggère que la lutte contre les inégalités d'accès à l'espace public devrait peut-être constituer un axe prioritaire de la lutte contre les inégalités d'accès aux activités physiques et vice-versa. Voilà, je m'arrête là. Je suis désolé, je dépassais un petit peu. Eh bien, merci beaucoup, David. Et nous laissons la parole pour poursuivre ces riches présentations à Aurélie Schmassmann, j'espère que je prononce correctement ton nom de famille, qui nous vient de l'Université de Lausanne et de l'Observatoire de mobilité active et du vélo, à peu près. La parole est à toi. Parfait, merci.
Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Mathieu, donc, je réalise ma thèse à l'Université de Lausanne sur la pratique du vélo chez les adolescents. Donc, je vais vous amener un peu un regard suisse de ces pratiques, mais vous verrez que ce n'est pas très différent que ce qui a été présenté jusqu'à maintenant. Je vais vous présenter en fait une étude qu'on a réalisée avec mes collègues de l'UVEMA, donc l'Observatoire universitaire du vélo et des mobilités actives, qui s'inscrit entièrement dans ma thèse. Donc, tout d'abord, pour poser un petit peu le constat, quelques chiffres sur la pratique du vélo chez les jeunes en Suisse, que vous voyez ici à droite. On observe tout d'abord un effet de génération, avec une diminution de la pratique du vélo lors des dernières décennies. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la Suisse, c'est quelque chose qu'on observe au niveau international. Mais un deuxième effet aussi d'âge, en fait, où on voit sur ce graphique que les jeunes de 16-20 ans font nettement moins de vélo que les jeunes de 13-15 ans, qui se retrouvent également dans d'autres pays que la Suisse. Et quelque chose qui est plus spécifique au pays, c'est un effet de contexte, où, comme vous savez, il y a différentes régions linguistiques, et on se retrouve avec des chiffres assez surprenants, où les jeunes dans les régions alémaniques vont faire jusqu'à 5 fois plus de vélo que les jeunes dans les régions francophones ou italophones. Donc à partir de ces constats, en fait, on a été mandaté par l'Office fédéral des routes pour réaliser une étude sur la pratique du vélo chez les jeunes. Et du coup, on a basé notre cas d'étude sur une ville qui s'appelle Yverdon-les-Bains. Donc pour vous dresser un petit peu le portrait de cette ville, c'est une ville de taille moyenne, bien sûr, on reste à l'échelle suisse, avec 30 000 habitants. On a choisi cette ville essentiellement parce que c'est une ville qui a une topographie favorable au vélo. Elle est plutôt plate, une petite colline pour atteindre le lycée, mais vraiment très praticable à vélo. Et elle a aussi la particularité d'avoir un trafic motorisé assez faible. Elle a aussi l'avantage d'avoir plusieurs écoles qui recensent les jeunes de 12-13 ans à 16-18 ans, donc des écoles de secondaire 1 et secondaire 2, selon le système éducatif suisse. Donc un petit peu vous expliquer, je suis allée trop vite, voilà, les méthodes qu'on a employées pour cette étude. Donc on a travaillé en 2 temps. On a envoyé un questionnaire à tous les jeunes des 4 écoles sélectionnées, où on a récolté plus de 1350 réponses. Et ensuite, on a fait des entretiens de groupe dans des classes avec des jeunes qu'on a séparés en des groupes de cyclistes et de non-cyclistes. Je reviendrai là-dessus par la suite. Et ensuite, dans le cadre de ma thèse, j'ai réalisé des entretiens biographiques individuels avec les jeunes que je suis en train d'analyser actuellement, mais je pourrais vous amener quelques éléments dessus. Donc aujourd'hui, je vais surtout vous montrer les résultats du questionnaire, revenir d'abord un petit peu avec des éléments intéressants des entretiens de groupe. Et l'idée, ça sera un petit peu de décortiquer qui sont les cyclistes, et surtout qui sont les jeunes qui ne font pas de vélo, pourquoi, pour pouvoir dresser un petit peu des pistes d'action. Donc tout d'abord, un élément qui ressort des entretiens de groupe sur l'appropriation du vélo. Donc dans nos entretiens, on a demandé aux jeunes, pour commencer, de nous écrire 3 adjectifs qu'ils avaient en tête quand on leur parlait du vélo, de manière générale comme ça, sans mettre un contexte plus spécifique. Et voilà ce qu'il en ressort pour le groupe des cyclistes, donc les jeunes qui font du vélo souvent ou régulièrement. Donc, on a des mots très positifs qui ressortent en vert, comme sportif, écologique, rapide, pratique. Donc, vraiment une image qui est vraiment connotée très positivement. Et si on vient chez les non-cyclistes, donc les jeunes qui ne font pas du tout, voire très très peu de vélo, on retrouve également ces mots connotés positivement, comme sportif, pratique, écologique, rapide, amusant. Et qui reviennent en fait, qui sont les mêmes mots qu'on a trouvés chez le groupe des cyclistes. Par contre, on a des éléments comme fatigant, ennuyeux, dangereux, dérangeant, qui ressortent également plus ou moins fortement. Donc là, en fait, on voit que les jeunes, ils ont une image très positive du vélo, et du coup, on se demande, mais
pourquoi ils n'en font pas plus? Qu'est-ce qui les retient? Donc on est un petit peu allé décortiquer ça avec le questionnaire. Donc ici, on a un graphique qui montre l'évolution de la pratique depuis 12-13 ans jusqu'à 19-20 ans. Et puis, on a 2 catégories. Donc en rouge, les jeunes qui ne font pas de vélo, et en bleu, ceux qui font du vélo. Donc on voit que cette catégorie rouge des jeunes qui ne font pas de vélo, elle va doubler en fait entre les 12-13 ans et les 19-20 ans. Donc l'idée, c'est un petit peu de comprendre les facteurs qui se cachent là derrière. Donc on a utilisé 7 variables explicatives. Donc tout d'abord l'école, l'âge, le genre, le lieu de résidence. Donc est-ce que les jeunes habitent en ville ou en campagne? La langue parlée à la maison, là c'était pour identifier un parcours migratoire au sein de la famille. Le niveau de formation des parents et la pratique du vélo des parents. Est-ce que les parents font du vélo ou non et pour quel motif? Donc tous ces facteurs, ils sont tant basés sur la littérature que sur notre travail exploratoire. Et puis ils sont donc liés à un profil social ou à des aspects de socialisation, tout ce qui est lié à la pratique au niveau d'éducation des parents. Donc l'idée, c'était un petit peu de comprendre qui sont ces jeunes qui font du vélo, qui ne font pas. Donc là, on a analysé ces chiffres avec ces différents facteurs, et ce qu'on retrouve comme principal résultat, c'est que la pratique du vélo des parents va avoir une très très forte influence sur le fait que le jeune fasse du vélo ou non. C'est quelque chose qui a déjà été mentionné cet après-midi. Et du coup, en fait, comme cette variable est très très forte, on a voulu voir un peu qu'est-ce qui se cachait derrière, parce que ça expliquait tellement fortement le fait de faire du vélo ou non qu'on voulait voir un petit peu s'il y avait d'autres éléments. Donc en faisant une deuxième analyse, on se rend compte qu'il y a aussi un effet d'orientation. Les jeunes qui se trouvent dans une école, alors je ne sais pas les équivalents en France, désolé, mais au-delà de 16 ans, vont davantage se retrouver chez les non-cyclistes. On a également un résultat en termes de genre, où chez les non-cyclistes, on retrouve davantage les filles. C'est aussi un élément qui a été évoqué auparavant. Et que les non-cyclistes vont davantage se retrouver dans les agglomérations. Donc en fait, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui abandonnent le vélo, et on aimerait comprendre pourquoi on les perd. Donc on a un petit peu décortiqué ce qui se passe dans cette partie rouge du graphique ici. Et donc, on observe tout d'abord un résultat très intéressant, c'est qu'on a le rouge foncé en bas du graphique, les jeunes qui n'ont pas appris à faire du vélo. Et ils sont entre 1 et 4% selon les âges. Donc en fait, on voit que le fait d'apprendre à faire du vélo, c'est quelque chose de très important. On en a aussi déjà parlé, comme un rite de passage, en fait, que ça doit se faire dans l'enfance, de savoir faire du vélo. Et ensuite, où on perd les jeunes, c'est qu'il y en a de plus en plus qui ne possèdent pas de vélo. C'est donc le rose foncé. Et là, donc, on voit que c'est vraiment un élément qui fait que on perd de plus en plus de jeunes, et également des jeunes qui n'ont pas un vélo en état de fonctionner. Là, c'est une part qui reste assez stable, mais ça impacte également. Donc l'idée, là, c'est un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière, quels sont les facteurs qui permettent d'expliquer le fait de posséder un vélo en état de fonctionner ou pas. Donc on a réutilisé nos variables, et là, en fait, on voit à nouveau qu'il y a une forte influence des parents, que ce soit leur niveau de formation. Donc un jeune aura plus de chances d'avoir un vélo en état de fonctionner si un de ses parents a accompli une formation au-delà de l'école obligatoire. Et ça va être encore plus fort si le parent a fait des études universitaires. Là, les jeunes seront encore plus propices à avoir un vélo en état de fonctionner. On a également la pratique du vélo des parents qui est très forte. Donc si un des deux parents fait du vélo indépendamment du motif, que ce soit pour les loisirs ou pour des déplacements, le jeune aura plus tendance à être équipé d'un vélo en état de fonctionner également. Et puis finalement, un troisième facteur, c'était le lieu de domicile. Donc les jeunes qui viennent des communes, des agglomérations, vont moins souvent être équipés d'un vélo en état de fonctionner. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour ces non-cyclistes. L'idée maintenant, c'était de s'intéresser à cette catégorie bleue, à ces jeunes qui font déjà du vélo, puis voir un petit peu comment ils évoluent au fur et à mesure des âges.
Donc si on prend ce graphique, donc en fait on a réussi à créer 3 catégories de cyclistes. Tout d'abord, on a les cyclistes occasionnels. Donc en fait, ces 3 catégories, juste pour préciser, elles se basent sur la fréquence, donc le fait de faire du vélo souvent, de temps en temps ou jamais, et le motif d'utilisation, donc d'aller à l'école, se rendre à des activités, faire du sport, des loisirs, etc., ou des balades. Donc les occasionnels, ils représentent à peu près 38% de notre échantillon. Eux, ils vont surtout utiliser le vélo pour des balades ou des activités de temps en temps. Et on observe que c'est la proportion de jeunes la plus stable au fil des âges. Ensuite, on a les récréatifs. Donc, comme leur nom l'indique, eux, ils vont surtout utiliser le vélo pour des loisirs, parfois pour des activités, mais ils n'utilisent vraiment jamais le vélo pour aller à l'école. Et eux, on observe vraiment une augmentation à partir de 15 ans, à défaut en fait, des cyclistes utilitaires, qui, eux, vont toujours ou souvent aller à l'école à vélo. Et eux, ils ont vraiment l'usage le plus diversifié et le plus régulier du vélo au cours de leur vie. Mais c'est là aussi qu'on observe la plus grande variation. Donc on voit vraiment qu'on perd ces jeunes à partir de 15 ans une première fois et une deuxième fois à partir de 18 ans. Donc avec ce graphique, on arrive à observer 2 moments clés qui sont un premier autour des 15-16 ans et un deuxième autour des 18-20 ans. Et en fait, on arrive à lier ces moments clés avec un éloignement du domicile. Donc c'est des moments où les jeunes vont changer d'école, des écoles plus spécifiques qui seront beaucoup plus loin et où le vélo sera beaucoup moins attractif. Donc pour l'instant, ça, c'est des pistes de réflexion, c'est des éléments que je vais creuser en fait, avec mes données supplémentaires. Du coup, l'idée, c'est un petit peu de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces différents types de cyclistes, pourquoi un cycliste va être davantage utilitaire, récréatif ou occasionnel. Donc, on a comparé en fait les récréatifs et les utilitaires par rapport aux occasionnels. Et on voit à nouveau que la pratique du vélo des parents a une forte influence dans le fait d'être un cycliste récréatif ou utilitaire. Donc, en fait, si un des parents a une pratique utilitaire du vélo, le jeune sera aura tendance à utiliser le vélo pour des déplacements utilitaires et pareil pour des déplacements de loisirs. Donc il y a vraiment un processus de socialisation qui est très très fort dans la pratique du vélo chez les jeunes. On observe un effet de genre ici aussi où on aura plus de garçons dans les 2 groupes, que ce soit les récréatifs ou les utilitaires. C'est quand même un peu moins marqué chez les utilitaires. Donc, le vélo a aussi cette connotation de loisir, de risque, comme on l'a dit tout à l'heure. Finalement, par rapport au lieu de résidence, on va davantage retrouver des récréatifs en campagne et des utilitaires au centre. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, la proximité va renforcer l'attractivité du vélo comme moyen de déplacement. On observe encore également un effet d'orientation uniquement pour les cyclistes utilitaires, où on va davantage trouver des jeunes qui se préparent à des études académiques chez les cyclistes utilitaires. Donc ça, c'est une question qui reste encore ouverte, de se demander est-ce qu'il y aurait des valeurs écologiques qu'on retrouve davantage chez ces jeunes qui se préparent à aller faire des études universitaires plutôt que chez des jeunes qui font des apprentissages ou qui travaillent en entreprise déjà à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour décortiquer ce qui se passe là-dedans au fil des âges, au fil de la jeunesse, un petit peu comprendre qui sont les cyclistes, qui sont les non-cyclistes. Et du coup, l'objectif là derrière, pour nous, c'était un petit peu de pouvoir dresser des pistes de réflexion, des pistes d'amélioration pour pouvoir encourager cette pratique. Donc, tout d'abord, pour un petit peu résumer ces éléments, donc on a observé qu'il y avait ces 2 moments clés qui correspondent à l'éloignement du domicile et qui rend du coup l'utilisation du vélo plus difficile. Une socialisation au sein de la famille, ça je pense que vous l'avez compris, on l'a répété tout l'après-midi. Donc vraiment la pratique qui va être influencée par la pratique des parents, mais également par leur niveau de formation. Et une dimension genrée au vélo où les filles sont plus nombreuses à réduire, voire à arrêter la pratique du vélo au cours de la jeunesse. Et puis finalement, comme je vous l'ai montré au début, donc on a une image positive
mais un territoire qui est peu accueillant. Dans les entretiens individuels que j'ai faits avec les jeunes, beaucoup me disaient oui, j'aimerais bien en faire plus, mais en fait, j'ai hyper peur. Je peux pas, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment je dois faire dans un rond-point, où c'est que à quel moment je dois mettre ma main. Donc il y a quand même un manque de compétences, mais aussi un territoire qui est très peu accueillant. Donc, en réfléchissant à tout ça, nous, en fait, on travaille, on analyse le vélo, la pratique du vélo sous un système qu'on appelle vélo-mobilité, qui est, en fait, la pratique sera à la rencontre entre un potentiel de mobilité, donc ce que vous avez sur la gauche, donc tout ce qui concerne l'individu. Donc là, on va prendre tout ce qui est en termes d'accès, donc avoir accès à un vélo, de compétences, de savoir faire du vélo, mais aussi de savoir faire du vélo en milieu urbain, dans le trafic. Tout ce qui est lié à l'appropriation, l'image que les jeunes vont avoir du vélo. Et de l'autre côté, sur la droite du tableau, tout ce qui est lié au potentiel d'accueil du territoire, donc ce qui est le contexte territorial, la topographie, mais également tout ce qui est lié aux infrastructures, aux aménagements, à quel point est-ce qu'on accorde de la place au vélo dans ce territoire. Et finalement, tout ce qui est lié aux normes et aux règles, comment est-ce qu'on on se comporte dans le territoire, etc. Donc pour chacun de ces axes, on a développé quelques pistes de réflexion. Donc en termes d'accès, ça serait de pouvoir mieux communiquer ou mettre en place des bourses vélo qui existent déjà dans certaines villes, mais souvent les jeunes ne sont pas au courant de ces éléments, ou de mettre en place des prêts de vélo pour pouvoir tester le vélo. Je reviendrai là-dessus après. Les jeunes, souvent dans les écoles, ils ont des subventions pour l'abonnement de transport public. Donc pourquoi pas faire la même chose pour l'achat d'un vélo? L'idée d'ateliers de réparation pour les jeunes, mais qui peuvent être mis à disposition par des jeunes. Donc là, c'est vraiment de travailler en fait, au sein du cadre scolaire. En termes de compétences aussi, on peut travailler dans le cadre scolaire avec des cours vélo pour différents niveaux, différents âges. On parle aussi d'examen vélo. En fait, toute la région suisse alémanique, majoritairement, a ce qu'on appelle une Véloprüfung. En fait, les jeunes ont à l'école des cours, des leçons théoriques, mais aussi des leçons pratiques pour aller faire du vélo dans un cadre sécurisé. Et ensuite, ils vont avec une personne responsable dans le trafic. Et une fois qu'ils ont passé toutes ces étapes, ils reçoivent un diplôme qu'on appelle donc cette Véloprüfung, qui leur autorise d'aller seuls dans le trafic à vélo. Et pourquoi pas aussi des conseils pour les trajets domicile-école que les écoles pourraient mettre en place. Et finalement, tout ce qui est de l'appropriation, donc on a vu que les jeunes ont une image positive du vélo, mais ça concerne plutôt le vélo de loisir, en fait, de ce qu'on s'est rendu compte, et ils ont du mal à s'approprier le vélo comme un moyen de transport. Donc pourquoi pas plus communiquer là autour et de donner l'occasion de tester le vélo, en fait. Parce que souvent, ils ont des a priori, les jeunes, autour du vélo, de se dire « Ah, mais c'est difficile, c'est long », ou bien c'est une pratique de casse-cou aussi, comme on en a parlé. Et puis non, moi, j'ai pas envie de faire ces choses-là, donc pourquoi pas tester et aller plus loin. Et par rapport au territoire, donc là, de revoir la localisation des lieux où les jeunes doivent se déplacer, mais aussi de travailler sur tout ce qui est l'infrastructure, en fait, d'avoir des itinéraires sûrs, agréables et directs pour tous. On parle aussi de modèle 880, donc d'aménager la ville, pas pour un homme grand de 30-40 ans qui sait se déplacer, mais autant pour des enfants de 8 ans qui font 1 mètre, 1 mètre 20, que pour des personnes âgées qui vont marcher beaucoup plus lentement. Et en fait, d'avoir une ville qui soit adaptée à tout le monde pourra répondre aux besoins des enfants et des jeunes également. On parle aussi de Isola Felice dans le contexte italien, c'est d'avoir des îles en fait, de bonheur où on enlève le trafic, on réduit le trafic. Donc pourquoi pas avoir des espaces comme ça aux abords des écoles, de vraiment réduire la place de la voiture. Et finalement, comme j'en ai déjà parlé, travailler sur l'image du vélo. Donc pour conclure, en fait, l'idée, c'est vraiment de passer de la pratique du vélo comme... de penser la pratique du vélo comme une trajectoire au cours de la jeunesse. C'est une trajectoire qui est fragile, mais aussi
en travaillant sur l'image, et l'enjeu donc de passer en fait du vélo comme un jeu, où les jeunes ont encore du mal à s'approprier ça, comme j'ai dit, comme un moyen de déplacement, comme un moyen de loisir aussi. Beaucoup de jeunes dans les entretiens m'ont dit ouais, mais moi je vais faire du vélo sur le parking avec mes potes. Je dis, mais pourquoi tu vas faire du vélo sur le parking? Et en fait, pour eux, le vélo, c'est un moyen pour se retrouver, pour être avec les amis, et puis pour faire les fous, donc vraiment ce côté ludique. Donc c'est vraiment cet enjeu-là de passer du vélo comme jeu à un vélo plus utilitaire. Et donc pour ça, on va tant d'un côté développer le potentiel cycliste des jeunes, avec ce que je vous ai montré avant, que ce soit en termes d'accès, de compétences, d'appropriation, mais également développer le potentiel d'accueil des territoires avec tous ces différents éléments que je vous ai présentés. Donc c'est vraiment en fait de dépasser ou de compléter la vision des adultes qu'on a du vélo. Donc le vélo, voilà, comme on en a parlé, c'est quelque chose de sain, de durable, qui va amener des atouts aussi en termes de santé physique, ou alors que c'est quelque chose qui est lié au danger, mais en fait de plus amener, d'intégrer en fait la vision des jeunes et de traduire leurs besoins, leurs aspirations. Quand je parlais avec eux, les jeunes, ils voulaient que le vélo, pour eux, en fait, c'est du plaisir, c'est du jeu, ça doit être agréable. Ça doit être un moment social aussi. Beaucoup n'en font pas parce qu'ils ne peuvent pas être à côté de leurs copains ou de leurs copines, comme dans le bus. Et du coup, en fait, c'est de réfléchir avec le référentiel des jeunes, de leurs besoins à eux. Donc voilà, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, comme précédemment, la parole est à la salle. Pardonnez-moi, je passe les obstacles. Merci à chacun de vous pour ces présentations intéressantes. Je rebondis sur la question qu'a posée Jean Pastal, qui pour moi est essentielle. Comment changer l'image de la masculinité sur ces thèmes-là, en fait. Il y a Lucie Pétavin qui a chiffré à 95 milliards d'euros le coût annuel de la virilité en France. Elle est historienne, économiste, mais ça fait froid dans le dos. En fait, elle fait le constat avec un nombre de pourcentages de ce phénomène-là. Et je me demande si c'est pas le moment de changer l'image en travaillant les complémentarités existentielles qu'il y a entre les hommes et les femmes, plutôt que constamment les opposer pour faire des observations, questionner les relations au pouvoir et tenter de donner à chacun le pouvoir d'agir. Et quand j'ai entendu le mot patriarcat, matriarcat, ce serait peut-être intéressant d'aller les confronter. Ce patriarcat où l'homme détient le pouvoir dans les domaines politiques, économiques, religieux, le développement économique et religieux légitime le pouvoir sur la famille, et ainsi de suite. Et à l'opposé, ce qu'on voit dans le matriarcat, dans les civilisations autochtones, c'est des femmes qui ont le pouvoir pour défendre l'égalité, le partage entre les sexes, pour assumer la vie quotidienne. Et je crois que le temps auquel on est aujourd'hui, pour tenter de... On va être un moment clé où on va penser des choses ensemble, des choix sociaux vont s'imposer, en fait, de justice sociale, de redistribution. Et c'est peut-être intéressant aujourd'hui de confronter le patriarcat et le matriarcat pour comprendre qu'est-ce qui se cache dessous. Je ne sais pas, Jean-Pascal, ce que tu en penses. Bien sûr, je suis à la fois d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais juste donc dire deux choses que je n'ai pas dit tout à l'heure sur le quoi faire, comment faire. La première chose, dans la prévention par les pairs, c'est l'idée d'utiliser les filles pour essayer d'aider les garçons. Et j'ai tenté ça avec des assos. Ce qui est pas facile, c'est la question de l'assertivité, de l'affirmation de soi, quoi. C'est quand on est une jeune femme de 18 ans, prendre la parole et essayer de contrer ou de modifier un garçon de 18 ans, c'est pas facile. Mais ça pourrait être comme dans ce qu'on appelle la dynamique de groupe, quoi. Ça pourrait être une idée à essayer de favoriser, même si elle est difficile. Et puis, peut-être une source d'espoir, c'est que la question du souci de l'autre, en fait, peut bouger quand même. Dans le fait que, moi, je veux dire, des générations d'avant, nos grands-parents, les hommes ne s'occupaient jamais des enfants. C'était hors de question qu'un homme s'occupe des enfants. Vous voyez bien que les hommes d'aujourd'hui, les jeunes hommes s'occupent quand même beaucoup plus des enfants qu'avant. Donc, il reste toujours ce déséquilibre où tous les métiers du souci de l'autre
le soin, l'éducation reste encore massivement féminin. Mais je pense que déjà dans le travail, effectivement, du contact avec les enfants, ça pourra sans doute améliorer le souci de l'autre, qui est quand même le cœur de la violence routière, de toute façon. Le cœur de la citoyenneté, parce qu'on est sur des choses qui dépassent de loin la sécurité routière. Là. Mais je serais assez confiant sur les jeunes hommes dans le futur. D'une part, par cette question du rapport à l'enfance, et aussi parce que l'imaginaire de la voiture a beaucoup changé quand même. Ce qu'est la voiture pour un jeune homme français aujourd'hui, c'est quand même très différent de ce qu'était la voiture pour un jeune homme français dans les années 50. Je crois qu'on a quand même un rapport qui est beaucoup plus, plus apaisé, plus... pas du tout à cause de la sécurité routière, à cause de l'écologie, du développement durable et de ce que crée la voiture dans notre société. Donc, non, je pense que, comme tu le sais, je suis d'accord avec toi que c'est le moment de faire des choses. C'est le problème fondamental et qui dépasse de loin la sécurité routière, puisqu'on va parler de délinquance, on va parler d'échecs scolaires, on va parler de maladies, on va parler de beaucoup de choses, quoi. Et on déséquilibre presque l'espèce, d'ailleurs, avec ça, en fait. Donc c'est sûr que c'est le problème fondamental, mais donc on sait bien qu'il ne va pas évoluer en 5 minutes. Voilà. Mais sur ces deux choses, la prévention par les pairs en légitimant de plus en plus une parole féminine, en fait, si vous voulez, donc moi dans mon domaine, c'est ça qu'on a fait. Je donne un seul exemple. Les stages de récupération de points, quand on a créé ça, il y a 20 ans, on a dit on ne va pas seulement un moniteur d'auto-école, il faut qu'il y ait un psy. Le simple fait de dire ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites rentrer les femmes dans le jeu, puisque les psys, c'est quoi ? 90%, c'est des femmes. Donc, c'est une façon d'essayer de faire émerger une parole féminine sur la question de la violence routière, et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, je veux dire. Donc, voilà, mais c'est des processus qui sont longs, forcément. Oui, moi j'ai une question donc, concernant les expérimentations que vous avez menées. La question, c'est pourquoi est-ce que ça serait aux femmes de réguler ces comportements destructeurs et déviants ? Non, mais parce qu'en fait, les femmes, elles ont autre chose à faire que de devoir intervenir pour dire aux garçons ou aux femmes « Ah, c'est pas bien ce que tu fais !» Et en plus, je veux dire, à partir du moment où, dès l'enfance, dès la prime enfance, dès la naissance, elles sont nourries moins longtemps, elles doivent faire attention, on les réprime plus vite pour des comportements, devoir faire en sorte qu'elles soient autonomes, qu'elles soient adultes plus vite. Et en plus, ça serait aux femmes de les éduquer sur ça, alors qu'elles en sont les principales victimes. Donc du coup, ma question, c'est quel est le bien fondé de devoir, encore une fois, faire porter sur les femmes la question de la régulation de ces comportements ? Je vous en donne un seul exemple. Allez, je ne dis pas que je suis pas d'accord avec. Je dis pas que je suis en désaccord avec des choses que vous venez de dire, mais je donnerai un seul exemple. D'abord parce que ça peut être leur intérêt de toute façon. Je donnerai un seul exemple. Quand on passe de 17 000 morts par an à 3 000 aujourd'hui, on a le même phénomène chez les 18-25 ans. Le truc le plus typique, c'est l'accident mortel du samedi soir, retour de discothèque avec alcool ou cannabis. Beaucoup de jeunes femmes meurent là, tout simplement parce qu'elles étaient passagères, parce que c'est toujours le garçon qui voulait prendre le volant, même s'il était alcoolisé, etc. Et bien là, on a bien vu qu'entre ma génération, où les femmes acceptaient cet état de fait, et donc un nombre considérable de jeunes femmes mouraient sur la route, tout simplement comme passagères, et bien aujourd'hui, elles meurent beaucoup moins. Parce qu'aujourd'hui, le conducteur désigné, on a quand même réussi à faire qu'elles prennent la parole le samedi soir et qu'on va intervenir sur l'état du conducteur qui doit ramener les autres. Donc je serais tenté de dire, là, la femme peut trouver même un intérêt, même personnel, à agir, à intervenir. Mais je ne vous ai pas dit que c'est à vous de vous occuper de tout, partout, tout le temps. Mais il y a des aspects où ça me paraît assez évident. Et je pense qu'effectivement... alors je donnerai un dernier exemple et je me tais. Il y a... Par rapport à cette énorme vulnérabilité masculine, j'ai un collègue, Didier Fize, qui est un sociologue, qui est un peu mon équivalent, mais qui est un grand sociologue de l'adolescence. Il y a une telle surmortalité masculine, une telle fragilité masculine,
Il propose qu'on revienne à ce que moi j'ai connu quand j'étais petit. Il veut en terminer avec la mixité. Il veut qu'on revienne à l'école de filles, l'école de garçons, parce qu'il dit, ben voilà, les filles sont tellement celles qui réussissent maintenant parce qu'elles donnent ce que l'institution leur demande. Les garçons sont en échec scolaire, puis ils se tuent sur la route, et puis ils vont aller vers l'alcool et le cannabis. La comparaison devient tellement défavorable qu'ils vont devenir dépressifs et ça va les pousser à devenir toxicomanes tellement la comparaison avec les filles est à leur défaveur. Et donc, alors on ségrègue et on va mettre les uns dans un coin de la société et les autres dans l'autre. Inutile de vous dire que je ne suis absolument pas du tout pour cette idée-là. Enfin, je veux dire, moi je pense qu'il faut que les hommes et les femmes continuent à vivre ensemble et que les hommes ont tout à gagner à la compagnie des femmes. Et je veux dire, nous mettre dans deux parties de la société comme ça étanches, je ne vois pas où on irait. Hein. Isabelle Le Sens du blog Isabelle et le vélo, mais je suis aussi conseillère municipale dans la ville la plus dense de France. Vous savez laquelle, donc. Je vous crois sur parole, et puis vous l'avez prouvé, je ne peux pas contester l'histoire de l'influence du comportement des parents sur les enfants et sur les jeunes, et que si on a eu des parents cyclistes... il y a plus de chances qu'on le soit. Ça, par expérience, je ne le vois pas, mais ça n'est que mon expérience à moi. Et par contre, je me souviens bien d'un certain nombre de chiffres sortis par Francis Papon, votre collègue, donc, qui montraient que quand on avait été cycliste enfant, on avait plus de chances de l'être à nouveau à l'âge de jeune adulte et d'adulte que si on ne l'avait pas été en tant qu'enfant. Donc là-dessus, ça va. Mais moi, j'ai une inquiétude en tant que conseillère municipale. Alors, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Parce que c'est une vraie inquiétude, et puis ça, vous n'allez pas me croire peut-être. Mais moi, je vois que les jeunes parents, je parle des jeunes parents, donc avec des jeunes enfants, par définition, hein, les jeunes parents d'aujourd'hui n'ont pas de tradition de cyclistes. Ils sont devenus cyclistes alors qu'ils étaient presque au moment du mariage, peut-être, ou enfin au moment où ils sont devenus adultes. Ou, je ne sais rien, à vrai dire, mais je sais qui n'ont pas de tradition de cycliste, et je le sais comment, parce que leur comportement le montre. Et je suis affolée, bien sûr, par ce qu'on pourrait qualifier de manque de civisme, de doubler par la droite, de me traiter de mémé parce que je roule au milieu, alors que je le fais pour les empêcher qu'ils me doublent, mais ils me doublent quand même, enfin bon, etc. Des tas de choses qui ne fonctionnent pas bien dans la cohabitation entre cyclistes. Mais ce que je voulais... remarquez, et c'est là que vous allez peut-être vouloir me tuer, c'est que je trouve qu'ils conduisent leur vélo de façon qui me paraissent totalement irresponsables, mais en tout cas qu'ils font des quantités d'infractions, et moi aussi j'en fais plein, sauf que les miennes, elles ne sont pas dangereuses, et alors que les leurs, elles le sont vraiment. Je les vois traverser des carrefours qui sont extrêmement dangereux dans mon arrondissement, et hop, et on y va, et on a les gamins sur le siège, etc. Et je me dis que le modèle qu'ils donnent à leurs enfants, enfin, je suis quand même un peu inquiète. J'ai une autre toute petite question, alors là pour le coup, ceux qui me connaissent vont dire, celle-là, elle la ramène à chaque fois, mais c'est un peu vrai. L'histoire du casque pour les enfants, vous croyez que c'est un bon modèle pour dire que le vélo, c'est super ? Bon, merci. Bérangère, tu as des choses à dire, je pense, sur cette question-là, non ? Je propose qu'on... Sur le casque, non, juste dans Casper et Ampère, on a évalué effectivement, encore une fois, la question du modèle parental sur le port du casque et la connaissance du casque, tout simplement. Donc on a effectivement vu un lien entre le fait que le parent porte le casque et le fait que l'enfant le porte lui-même, ou ait même connaissance que c'était obligatoire jusqu'à 12 ans. Voilà ce que je peux en dire au niveau scientifique. Je me permets peut-être de rebondir là-dessus, si je peux. Du coup, pour revenir par rapport au casque, nous, on a observé quelque chose d'assez intéressant chez les jeunes, en fait, qui vont du coup pas faire de vélo à cause du casque, parce que ça amène une image négative, ou bien il y a une acceptation en fait des pères qui se fait pas. Parce que voilà, si je reprends leurs mots, ils disaient ah mais on a l'air con avec un casque, donc je veux pas mettre ça, donc je le fais pas, donc je préfère ne pas faire de vélo plutôt que de mettre un casque. Et en fait, par rapport à l'obligation en fait du casque, on a vu que ça va
pas inciter du coup en fait à faire plus de vélo, ça va plutôt rebooter les gens à le faire. Et par rapport pour rebondir sur vos 2 préoccupations, madame, moi je vois 2 pistes par rapport à ça. Peut-être la première, ça serait de trouver des autres pistes d'action pour développer les compétences par d'autres biais que juste les parents. Donc on voit que, bien sûr, les parents, la pratique des parents a une influence énorme sur la pratique du vélo chez les jeunes, mais il n'y a pas que les parents. Enfin, comme je disais, il peut y avoir d'autres organismes qui interviennent, donc que ce soit dans le cadre scolaire ou par des associations, de pouvoir développer ces compétences. Et par rapport au comportement, oui, c'est des choses qu'on entend souvent, mais la question un peu pertinente que j'ai envie de vous poser là, et ça a été soulevé tout à l'heure, est-ce que la rue est vraiment réservée qu'à la voiture au final ? Est-ce que c'est noté quelque part que la rue n'appartient qu'à la voiture ? Donc là, à nouveau, toute l'importance de l'aménagement et de revoir, de peut-être changer de paradigme dans nos manières de développer la route et d'aménager les routes et de remettre peut-être le vélo et le piéton au centre de nos villes. Ouais. Pour rebondir sur ce que tu dis sur effectivement ne pas porter seulement l'apprentissage et les compétences, et la sécurité aux parents. Là, c'est une étude qu'on a testée. En fait, on a évalué la perception du risque et prise de risque chez les enfants d'âge scolaire. Et on a d'un côté évalué les actions qui ont été menées à l'école. Donc, soit aucune action ponctuelle, c'est-à-dire 1 à 2 actions dans l'année, ou alors une action régulière et continue tout au long de l'année. Donc voilà ce qui a été fait d'un côté, et de l'autre, on a évalué les pratiques parentales et on a en fait créé deux types de parents. Des parents qu'on a appelés plutôt vigilants, qui avaient eux-mêmes donc des styles démocratiques, qui apprenaient à leurs enfants les règles de sécurité, qui montraient le bon exemple et qui ne commettaient pas d'infraction. Et puis les parents qu'on a plutôt qualifiés de négligents, qui, dans leur déclaration des infractions, étaient plutôt du côté avec des résultats élevés, peu d'exemplarité et peu de préoccupations liées à la sécurité. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, l'action, elle venait en fait moduler l'effet en fait des styles parentaux sur en fait, la perception du risque, dont on sait qu'elle diminue avec le temps, et c'est un vrai facteur d'accident et de chute à vélo ou autre. Et donc en fait, le fait que les enfants aient eu une action de manière continue, ça vient un petit peu atténuer la faible vigilance des parents et le fait que les parents commettent des infractions et soient de moins bons modèles pour leurs enfants. Voilà. Juste pour terminer, il n'y a rien qui m'a choqué dans tout ce que vous avez dit. Je donne un exemple qui est un peu juste, les âges d'après Bérengère. La conduite accompagnée, c'est exactement ce qui s'est passé. Elle favorise l'obtention du permis en première passation. Donc, vu le coût de ce que c'est que obtenir le permis, c'est une mesure qu'on va garder, pour des raisons politiques, sociales, économiques, voilà, parce qu'ils ont plus d'expérience, mais elle diminue très peu les accidents. Pourquoi elle diminue peu les accidents quand on les suit après pendant 1, 2, 3 ans? Simplement parce qu'il y a beaucoup d'enfants français qui, malheureusement, ont un très mauvais modèle à imiter dans l'habitacle de la voiture. Et donc, il y aura les bons et les mauvais, et ça finit par faire une moyenne qui s'équilibre. Donc, ils ont autant d'accidents que ceux qui n'apprennent pas avec le parent, quoi. Voilà. Parce qu'il y a des influences qui se contrebalancent. C'est moi, du coup. Oui, donc je voulais faire un petit retour personnel. Je suis moniteur auto-école. Je suis en train de passer mon CQP pour enseigner aussi la mobilité vélo. J'apprécie beaucoup les séances de conduite accompagnée en salle. C'est une occasion, en fait, pour rassembler et les enfants et les parents et de les sensibiliser sur un certain nombre de sujets. Donc, ça reste assez libre. J'ai eu beaucoup de retours très positifs de la part des parents parce qu'en fait, l'objectif, c'est pas de les sensibiliser eux, mais indirectement, on peut vraiment travailler sur leur sensibilisation. C'est pour ça que j'aimerais faire mon stage avec Cyril et la Maison du Vélo, parce qu'ils ont un programme d'accompagnement des parents. Voilà, c'est ça qui m'intéresse énormément. Et j'ai l'impression que le SRAV ne pense pas ça. Enfin, c'est pas pensé pour ça.
que je trouve dommage, parce que c'est une occasion. Voilà. Merci. Non, juste peut-être pour revenir sur ce que vous avez évoqué à la fin de votre présentation, pardon madame, j'ai oublié votre prénom aussi, sur le fait que la pratique du vélo comme moyen utilitaire devait peut-être s'inscrire dans en rupture ou en différenciation avec une pratique plus ludique du vélo. Et par rapport à ça, peut-être un retour d'expérience complètement personnel qui vaut ce qu'il vaut. Il faudra voir si ça a un crédit scientifique, mais moi je pratique le vélo avec ma fille qui a 4 ans, et pour le coup il n'y a rien de plus ludique et de plus attractif à ses yeux que de faire du vélo sur la route, y compris dans un contexte de respect en fait des règles de la route, mais il n'y a rien de plus attirant et de plus... Enfin vraiment la route c'est la fête pour elle. Donc je me questionne juste sur ce qu'on pourrait appeler ludique et de peut-être pas non plus donner l'impression que cette pratique du vélo utilitaire serait une pratique parce que régulée, du coup peut-être moins plaisante ou moins fun. J'ouvre le débat. Merci beaucoup pour ce retour. Mais effectivement, oui, c'est pas du tout opposé l'un et l'autre. Utilitaire ne veut pas dire pas fun, pas sympa. L'exemple de votre fille est très, très intéressant, de se dire, en fait, pour elle, elle ne voit pas le danger sur la route, et la route, c'est un espace comme un autre qui lui appartient, si je vous entends bien. Donc, voilà, à nouveau, peut-être là, c'est de voir quelle connotation on va donner à ces espaces-là, comment on va... quel message on va véhiculer aussi en tant qu'adulte auprès de l'enfant, que la route c'est quelque chose de dangereux, qu'il ne faut pas y aller, que ça ne va pas, ou est-ce qu'on va dire non, tu peux prendre ta place, en tant que cycliste tu as ta place, tu peux aller là, mais du coup on est obligé aussi d'aménager ces espaces pour quand même avoir des endroits un peu sécurisés. Oui. On ne vous entend pas du tout. Je ne sais pas si cette perception ludique suppose qu'elle ne voit pas le danger. J'ai pas l'impression qu'elle perçoit pas le danger, mais ça l'empêche pas d'y prendre du plaisir, et un plaisir d'autant plus important. Mais du coup, justement, peut-être éviter de voir cette dimension plaisir ludique comme quelque chose qui viendrait contrarier une bonne appréhension du danger. Alors, je ne sais pas trop comment il faudrait appeler la chose, mais j'ai pas l'impression que ce soit contradictoire. Voire même peut-être que la bonne appréhension du danger vient renforcer son plaisir. Alors, je sais pas trop comment, mais... Oui, peut-être, c'est possible d'avoir cette vision. Enfin, on entend souvent aussi les gens qui disent, voilà, ils font un trajet qui est peut-être horrible à vélo, mais en fait, ils ont énormément de plaisir, ils arrivent au travail, ils sont tout souriants, tout bien. Et voilà, c'est peut-être, en fait, d'amener, en vous entendant, je me dis d'amener cette notion de ludique au-delà que juste un espace fermé qui soit vraiment sécurisé. Comme je vous donnais l'exemple des jeunes qui se retrouvent sur un parking pour s'amuser avec leurs copains et plus d'étendre, en fait, cette sensation qu'on peut retrouver là au reste des déplacements et des trajets. Non, juste pour préciser aussi, votre fille a 4 ans, donc elle est en plein dans une période de développement où elle apprend par imitation. Et en fait, ce qu'elle aime particulièrement, et ce qui doit être surtout ludique, c'est de faire comme vous, d'aller sur la route comme les grands, comme les adultes. Donc en fait, elle est vraiment dans ce stade-là de développement où elle imite et elle apprend en imitant. Et c'est ça aussi qui doit sûrement être pour elle très, très, très plaisant. Peut-être que vous avez aussi une chercheuse de sensations. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a la recherche de sensations, on a toujours cru que c'était un truc que des ados, quoi. Maintenant, on sait très bien que chez les enfants, il y a des forts chercheurs de sensations, il y a des faibles. Et peut-être qu'elle aime ça, les sensations produites par le... Donc, comme vous dites, peut-être elle perçoit le danger, mais ça ne lui déplaît pas, parce qu'elle aime jouer avec. Bon. Mais jusqu'où on peut pousser... Vous savez, il y a eu ce matin, là, pas ce matin, mais sur le débat précédent sur les expos sur les enfants, on a évoqué les histoires d'urbanisme et de ségrégation des trafics aussi, et la politique de la ville, quoi. Moi, c'est pas du tout mes compétences, donc c'est pour ça que moi, comme si on m'a toujours dit, l'enfant, est-ce qu'on peut l'éduquer, affronter le danger, apprendre à... Et donc, mais c'est vrai que je vois bien quand même que tout au long de ma carrière, mes collègues suédois, hollandais, n'étaient pas tellement en faveur de ça.
en fait, ce qu'il disait, c'est qu'on fait faire porter la responsabilité de l'évitement de l'accident uniquement à l'enfant. Et donc, si on lit Piaget, on voit qu'il y a des contraintes. Je veux dire que jusqu'à 10 ans, un enfant, il ne peut pas non plus tout percevoir, les distances, les vitesses, les intervalles. Je veux dire, ça serait trop lui faire porter le chapeau, quoi. Donc, on en revient sur ce que certains d'entre vous ont dit ce matin. Donc, il faut revenir vers la politique de la ville. Enfin, des sujets qui ne sont pas de ma compétence, mais qui sont construire une ville pour l'enfant, quoi, qui puisse... Mais on ne peut pas tout lui faire porter jusqu'à 10 ans au moins. Enfin, si on lit Piaget, on voit bien que... On peut un petit peu avoir une zone proximale de développement, on peut le faire progresser un peu, mais on ne peut pas pousser trop loin le développement. Je me permets de prendre la parole pour poser une question. En fait, je voulais prolonger le débat qui a été introduit sur la question de l'opposition ou des continuités entre utilitaire et loisir. En réalité, on a un peu mis les pieds sur cette question tout à l'heure quand a été mentionné le fait qu'il fallait s'intéresser au hors scolaire. Et il est probable qu'on ait une grosse focalisation sur l'utilitaire, notamment parce que c'est de la mobilité légitime. Et ça, moi qui travaille sur le vélo chez les adultes, on le voit, la focalisation sur le domicile-travail, qui, en fait, elle crée aussi une focalisation sur certains publics. Et elle oriente beaucoup à la fois nos propres recherches, c'est un biais qu'on peut avoir, mais surtout beaucoup l'action publique, et probablement sans doute de manière excessive. Et du coup, on avait dit qu'il faudrait aller voir vers l'hors scolaire. Et là, à la fois Aurélie et David, vous êtes revenus avec cette question-là, un petit peu de l'utilitaire et du loisir. Et j'aurais voulu en fait vous entendre sur la question, peut-être pas tellement de l'opposition, mais justement des liens et de comment il peut y avoir des connexions entre ça. Et aussi de comment parfois en fait, ces catégories, elles sont lourdes pour nous en termes d'analyse. C'est-à-dire qu'on va rechercher certaines pratiques, on va aller voir des pratiques légitimes, et si on s'intéresse par exemple qu'au scolaire ou qu'à certaines pratiques visibles, on ne va pas voir les autres. Et notamment, David a pu parler de pratiques d'occupation de l'espace avec le vélo, alors plus masculine que féminine, etc. Mais c'est des pratiques très déconsidérées par rapport aux pratiques circulantes qui auraient un objectif, etc., quoi, extra légitime. J'aurais bien voulu vous entendre un peu sur cette question-là, sur est-ce qu'en fait ces catégories, elles ne sont pas un peu encombrantes pour nous, fondamentalement ma question s'adresse à moi-même, donc en recherche, mais aussi pour l'action publique et la réflexion qui va avec, notamment sur la question de la formation des enfants. Et Aurélie, je pense que la question te concerne évidemment aussi. Merci pour cette question. Et oui, effectivement, il y a tout un tas de pratiques, comme je l'ai dit, qui échappent à la plupart des enquêtes, et notamment ces pratiques dites d'occupation de l'espace qui peuvent consister à faire des acrobaties en occupant une même place ou un skatepark. Ça peut aussi être des pratiques circulaires qui consistent tout simplement à faire le tour de son quartier. Et la première chose qui m'a vraiment surpris quand j'ai enquêté en quartier prioritaire, c'est que d'emblée, dans les entretiens, je faisais face à des garçons notamment qui me disaient « mais moi, je ne fais pas de vélo ». Et puis, au fur et à mesure, j'ai fait des entretiens assez approfondis. Au fur et à mesure, je me rendais compte que ces personnes faisaient du vélo même plus que régulièrement, mais parce qu'elles n'ont souvent pas de vélo. Elles disent « moi, je ne fais pas de vélo ». Mais en fait, souvent, elles empruntent un vélo qui est disponible. C'est surtout des garçons. Hein. Et en fait, elles font du vélo très souvent, mais elles n'ont pas l'impression d'en faire. Et surtout, le fait de dire dans ces quartiers qu'on fait du vélo pour se déplacer, c'est-à-dire que le vélo est notre mode de transport, c'est pas quelque chose qui est très positif, parce que le vélo, il est fortement associé à la pauvreté, à quelque chose de ringard, et il est souvent assimilé même à l'enfance. C'est-à-dire que si on fait encore du vélo, c'est qu'on est un enfant. Souvent, ces adolescents-là n'ont pas des parents qui font du vélo. Dès qu'on est un adulte, le fait d'avoir... si vous voulez, le vélo, c'est un peu le garant de la réussite sociale, quoi. C'est un sine qua non. Si on n'a pas de voiture quand on est adulte, si on ne se déplace pas en voiture pour aller au travail, on a raté sa vie. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'image du vélo. Ce que je peux dire, pour répondre plus à ta question de manière peut-être un peu plus explicite, donc c'est que la plupart des pratiques, effectivement, sont en fait des pratiques hybrides. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas soit utilitaires, soit sportives. Et on s'en rend compte, même quand on questionne uniquement les mobilités domicile-travail, l'une des premières motivations, c'est l'activité physique. Et quelles que soient les enquêtes, c'est ce qui fait de plus en plus consensus. Donc on voit que le motif, l'enjeu pour ces personnes, la plupart du temps, il est hybride. Donc c'est très réducteur à chaque fois de vouloir catégoriser absolument, quoi. Voilà, je sais pas, je pense que ça répond pas mal à la question, mais je ne veux pas prendre toute la place.
Je suis assez d'accord avec toi, David. Ouais, pour moi, c'est assez complémentaire, en fait. C'est clair qu'on ne peut pas différencier utilitaire et puis on fait que de l'utilitaire, on fait que du loisir. Mais c'est vrai que je te rejoins énormément sur cette question d'image, en fait. Les nuages de mots que je vous ai montrés au début, en fait, en creusant un peu, on se rendait compte que les jeunes n'arrivent pas à s'approprier le vélo comme un moyen de déplacement. C'est vraiment pour eux, le vélo, c'est fait pour se balader, pour s'amuser comme ça. Et en fait, ça a pas... quand on leur demande, mais du coup, le vélo pour venir à l'école... comme tu disais, c'est pas positif en fait pour eux. Et il y a pas, j'ai pas observé ce côté ringard, mais plus ce côté enfantin, comme tu dis. Voilà, c'est bon, maintenant on est des grands, on n'est plus à l'école avec les petits. Du coup, le vélo, on peut l'abandonner. Et puis on va plus traîner avec nos potes dans la cour d'école après. Et puis dans le bus, à l'arrêt de bus. Et en fait, c'est ce côté aussi social qui est important et que les jeunes n'arrivent pas à trouver dans le vélo. Qui vont prendre le bus pour être avec les copains ou bien aller à pied plutôt parce qu'ils peuvent prendre leur temps et puis un peu rêvasser, discuter, etc. En plus, en fait, de ce côté de sécurité. Donc pour moi, c'est plus une complémentarité entre les deux et comme dans les chiffres que je vous ai montrés au début, ça englobe le tout aussi. C'est un micro-recensement mobilité transport au niveau national qui en fait demande aux gens quel moyen de déplacement avez-vous utilisé, mais aussi la question était avez-vous fait du vélo la journée précédente. Donc en fait c'est aussi difficile en fait dans nos études de pas avoir ce biais un petit peu de séparer les deux parce que on le retrouve un petit peu automatiquement que ça revient. Et en fait, c'est peut-être plus pour revenir à la fin de ma présentation, d'aménager pour tous les motifs, en fait. Parce que si on aménage pour l'utilitaire, on va aménager pour le loisir et vice-versa. Donc, en fait, c'est d'avoir un territoire qui soit accueillant indépendamment du motif pour lequel on utilise le vélo. On va pas toujours aménager pareil, mais je vais pas relancer le débat de moi-même. On va encore pouvoir prendre 2 petites questions. Ouais, 2 questions. Après, il faudra qu'on conclue. Oui. Je voulais vous remercier, Aurélie. Je ne prononcerai pas votre nom parce que j'ai peur de faire une erreur. Mais en tout cas, merci pour votre présentation qui fait écho chez moi en tant que pratiquante avec enfant de 4 ans aussi. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Clémence via LinkedIn. En fait, les pratiques parentales, on arrive, et je réagis à la personne qui est moniteur d'auto-école et en formation sur de la vélo-école maintenant, on arrive à impliquer les parents sur le savoir rouler à vélo quand on les fait intervenir en amont, ce qu'on appellerait pour certains le bloc 4, mais moi plutôt le bloc 0, c'est-à-dire en amont, arriver à questionner les parents, donc via un questionnaire, est-ce qu'il y a un vélo à la maison, est-ce qu'il y aura la possibilité pour les enfants, lors du savoir rouler à vélo, d'avoir un vélo à leur taille, de commencer à poser des questions et de commencer à faire intervenir à la maison le mot vélo. Et on arrive par ce biais à savoir si les vélos sont en bon état, et proposer des ateliers de co-réparation. Donc les parents viennent après l'école, ceux qui veulent, et là on arrive à capter les parents. Là, on n'a pas des parents pratiquants. Et c'est là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de capter des publics qui ne seraient pas venus à la vélo-école, ils ne seraient pas venus à l'atelier de co-réparation s'il n'y avait pas eu le savoir rouler à vélo dans l'école pour leurs enfants. Pour moi, c'est vraiment important d'intervenir en amont sur un bloc 0 comme ça, parce qu'on capte ce parent et lui, ne sachant pas faire du vélo, par exemple, ou ayant peur de se déplacer au quotidien à vélo, on va pouvoir l'orienter vers la vélo-école, mais on va pouvoir aussi capter des parents qui savent faire du vélo mais ne sont pas pratiquants, mais qui vont pouvoir accompagner sur le bloc 3 et les faire peu à peu devenir pratiquants et accompagnants après de leurs enfants. Et je pense que c'est vraiment une clé de réussite. Je ne l'ai pas inventé, Cyril en parlera demain. Mais...
Oui, non, je voulais revenir sur cette question de sensibilité des intervenants sur les questions de genre qui a été abordée lors du deuxième exposé. Pour retracer une expérience personnelle, lors d'une formation, il y a une stagiaire qui est venue me voir et qui m'a dit que je n'avais pas été suffisamment pertinent sur des bâchages réguliers sur effectivement des propos sexistes qui étaient tenus lors de des échanges. Et donc je crois que non, on a du boulot à faire, nous les hommes, surtout quand on est dans ces positions-là. Et aussi sur la question de la réparation dont tu parlais tout à l'heure, inévitablement, lors de ces ateliers de réparation dans les formations, on se retrouve avec les hommes qui prennent la main et les femmes qui restent en retrait. Et donc, suite à la remarque de cette personne, j'ai été amené à séparer ces exercices de mécanique pour laisser la place aux personnes aux femmes qui sinon se retrouvaient toujours à laisser passer et à faire plus travailler les hommes sur des choses que eux mettaient beaucoup plus de côté, notamment le maintien de consignes de sécurité lors de sorties en groupe, puisqu'ils estimaient qu'ils l'avaient fait une fois et ça suffisait, quoi. Donc je crois que oui, on a un boulot à faire, nous autres hommes, sur la manière dont on regarde ces choses-là. Voilà. C'est l'ultime question. Rapide. Très rapidement, ça va plus fort que prévu. Je voulais revenir sur cette question de est-ce qu'il faut scinder les trajets utilitaires et de loisirs, parce que je suis doctorante en urbanisme et agronomie sur la pratique du vélo en Belgique. Et en fait, moi, j'essaye de regarder les trajets non pas sur utilitaires et de loisirs, mais plutôt le vélo et les modes actifs de manière générale. C'est un truc qui est fantastique, c'est qu'on peut soit l'utiliser pour se déplacer, soit l'utiliser en guise d'activité, comme vous le disiez, le fait de rester sur place, de zoner, ou de se balader comme une activité, mais pas forcément pour aller quelque part. Et je me dis que ce serait peut-être ça la distinction qui serait intéressante dans l'analyse des transports, c'est plutôt que de distinguer les trajets utilitaires des trajets de loisirs, c'est de distinguer la pratique utilitaire de la pratique de loisirs, et de du coup proposer des aménagements du territoire qui soient destinés aux pratiques, et donc pas spécialement aux destinations, et donc pas forcément regarder est-ce qu'on relie une destination A à une destination B du type les résidences aux emplois, mais plutôt de dire est-ce que les aménagements qu'on propose permettent aux gens de se rendre quelque part là où ils ont envie de se rendre, que ce soit pour se rendre au parc, que ce soit pour se rendre au skate, à l'école ou au travail, mais c'est pour se rendre quelque part. Et quand les gens ont envie de juste faire une activité, les aménagements qu'on propose permettent de le faire aussi, puisque le cadre qu'il y a autour est accueillant, est agréable et permet en fait de prendre du plaisir. Et donc de lier en fait les deux pratiques de et loisirs et utilitaires. Et en fait, on n'a pas besoin de faire une distinction pour les modes actifs, pour la marche et pour le vélo, parce que les deux sont possibles en fait. Merci. Je te laisse conclure, Mathieu. Ouais, merci beaucoup. Je vais essayer de faire une conclusion très courte. J'avais prévu quelque chose d'extrêmement long pour promouvoir mon propre travail, comme le font toujours les universitaires. Et puis, en fait, on va faire autrement. Je vais surtout essayer de faire une conclusion sur quelques enseignements de la journée, puis peut-être quelques perspectives pour la recherche essentiellement, et puis aussi pour un peu la richesse de ce que le type d'échange qu'on a pu avoir aujourd'hui fait naître aussi pour nous. Alors, juste un petit mot quand même qu'on aurait peut-être pu s'en servir en intro, mais en fait, la recherche sur les mobilités actives francophones, en fait, elle est en plein développement, même en assez grosse explosion actuellement, mais elle est assez faible en réalité. La recherche sur le vélo, c'est la même chose. On est de plus en plus nombreuses et nombreux, mais c'est quand même quelque chose qui, dans on va dire l'univers francophone, est assez peu développé. Et elle est en train d'exploser. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a quand même réuni, je ne sais pas quel pourcentage, mais assez élevé, en fait, des personnes qui travaillent sur les mobilités des enfants et des adolescents. En réalité, on n'est pas légion, quoi. Et donc, c'est quand même intéressant de le constater et de dire, j'ai l'impression que ça fait naître quand même déjà pas mal de choses, mais ils ont sans doute beaucoup de pistes de travail à prolonger. On a surtout soulevé des questions, comme souvent. Et donc, on pourrait le mettre en avant. Et donc, effectivement, en plus, dans les travaux sur les mobilités actives, on va dire plus générales, et là, mon propre travail prête le flanc à la critique, on aborde souvent la question des enfants. Alors, il a été pointé la limite du déclaratif, parfois, notamment
Sandrine a pointé ça à partir du fait qu'on essaie d'utiliser par exemple d'autres méthodes avec des GPS pour essayer d'avoir aussi des trajets observés en plus des trajets déclarés ou des modalités déclarées. Mais nous, on fait encore pire, c'est-à-dire que souvent, on fait des récits biographiques à l'échelle des personnes, et ce qu'on sait en fait des mobilités à l'enfance, elles nous sont racontées par des gens qui ont entre 20 et 80 ans. Et du coup, aussi avec une distance et parfois une mise en récit de soi-même qui, évidemment, appelle probablement à densifier le travail de recherche sur ces choses-là. Dans les choses que j'ai retenues aujourd'hui, alors il y en a pas mal qui ont été beaucoup répétées, je vais les redire quand même, mais il y a la question quand même effectivement de ce qu'on vient, le petit débat qu'on a eu à la fin, je pense qu'il n'est pas anecdotique, et notamment sur la question des enfants, l'importance du hors scolaire, et l'importance effectivement d'aller observer les pratiques et d'aller fouiner. L'anecdote de David, sur on a d'abord une déclaration de « je ne pratique pas », qui en fait masque des pratiques réelles. Elle est intéressante, elle doit nous amener à certains dépassements aussi. Je fais le parallèle ici avec la question des inégalités chez les adultes. Souvent, les politiques publiques partent du principe que les pauvres ont peu de pratiques du vélo. C'est vrai qu'il y a moins de pauvres qui se rendent à vélo au travail, par exemple, mais en réalité, ils ont quand même un certain nombre de pratiques, et ces pratiques, il faut être capable de les voir. Mais ces pratiques, elles ne sont pas forcément intéressantes. Je veux dire, d'un point de vue économique, ça ne va pas être aller au travail, et ça ne va pas être, par exemple, faire du tourisme à vélo. Il faut se donner les moyens aussi scientifiquement d'aller les observer, même si c'est compliqué. C'est compliqué aussi pour une raison, et ça on le retrouve aussi, je pense, chez les mineurs, qu'il faut être capable de les faire surgir, et donc de s'adresser à des personnes dont on ne sait rien au départ. Parce qu'on a souvent un biais qui est de dire « tiens, je travaille sur le vélo en ville, donc je vais travailler uniquement sur des cyclistes », qu'en plus je recrute pas forcément, je recrute comme je peux. Mais du coup, on rate souvent, les pratiques marginales des personnes qui ne déclareraient pas de pratique. On a du mal à les saisir. Et ça, c'est un enjeu qui est intéressant et qui est probablement intéressant aussi, il me semble, et ça a été pointé, sur la question des enfants. Le deuxième élément, c'est qu'on a quand même vu pointer beaucoup d'inégalités. Pointer aussi que ces inégalités, elles sont plurielles. Et donc, David a parlé d'intersectionnalité. Je rejoins aussi cette nécessité. C'est un enjeu fort, puisqu'on a bien vu qu'il y a une interaction entre la question de l'âge et du genre, qui est très forte, qu'il y a une interaction très forte entre l'âge et le milieu social, donc c'est notamment, bien sûr, le milieu social des parents, qu'il y a une interaction entre cette question d'âge et le territoire dans lequel on habite. Alors, ça se relie forcément, la question du milieu social, de la classe sociale et celle du territoire, ce sont deux questions qui vont se relier. C'est pour ça qu'on parle d'intersectionnalité, en disant qu'il y a une intersection entre les catégories, et il faut se méfier de la mono-analyse qui consisterait à prendre une catégorie, toutes choses égales par ailleurs, etc. Et du coup, on a vraiment une ambition là-dessus, à mon avis, qui est importante, autant pour la recherche que je pense en termes de réflexion à l'origine des politiques publiques. On le voit aussi, ça, sur quelque chose qui a été beaucoup pointé, je ne vais pas en dire grand-chose, mais l'importance des modèles, et notamment du modèle parental, très probablement, elle vient renforcer cet attrait qu'il faut avoir sur la question des inégalités, puisqu'on voit bien qu'en fait, les inégalités, elles vont se multiplier à cet endroit, puisqu'on va pouvoir en plus rajouter, évidemment, des inégalités générationnelles là-dessus. Et donc, ça pose aussi cette question, qui est, là, je parle du lien entre vélo et inégalité, de comment le vélo peut être une manière aussi de subvertir un certain nombre d'inégalités. Est-ce qu'il peut y contribuer? Et du coup, ça ouvre tout un vaste champ de questions dont je ne dirai pas beaucoup plus. Donc, cela dit, voilà, ça c'était une tentative. Derrière, moi, j'ai envie de pointer une chose, c'est que on a pas mal avancé de choses qui sont des questions. On a aussi avancé un peu des intuitions, mais on manque encore beaucoup de données. En fait, qu'elles soient quantitatives ou qu'elles soient qualitatives, aujourd'hui, on peine à faire des enquêtes et on est assez, parce que c'est un peu en lien avec ce que je disais précédemment, c'est-à-dire le faible nombre de personnes qui travaillent sur ces sujets-là, et donc la faible économie qu'il y a derrière aussi forcément, fait qu'on a besoin d'enquêtes. Donc il y a probablement quelque chose de très intéressant à faire là-dessus. Et ça renvoie ça à la possibilité de développement d'enquêtes spécifiques et à la manière de travailler des chercheurs avec potentiellement d'autres acteurs.
Et je pense en l'occurrence aux acteurs des milieux scolaires, aux acteurs associatifs, aux acteurs tout autour du périsco et du scolaire, donc les parents d'élèves, etc. Notamment pour ce que je disais tout à l'heure de l'intérêt d'aller aussi questionner les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui n'ont pas de pratique. Un des intérêts du scolaire, c'est que potentiellement ils permettent d'adresser des grandes catégories différentes de population et d'avoir accès à des échantillons un peu diversifiés, importants sur ce plan, etc. Le grand fantasme derrière, en termes de recherche, c'est la capacité à faire du longitudinal, c'est-à-dire à suivre les personnes sur plusieurs années, ce qui permet justement d'avoir des observations qui vont permettre d'être plus fins que ce qu'on fait, faute de moyens essentiellement, qui est toujours un peu du coup de sonde. Donc notamment pour voir évoluer ces choses-là, je pense qu'il pourrait y avoir des choses qui seraient intéressantes à mettre en œuvre et qui feraient le lien entre la recherche en sciences sociales et, on va dire, une pratique de la formation à la bicyclette, mais aussi tout simplement du milieu scolaire. Et je vais avancer une chose, c'est que nous, on y a intérêt parce que c'est nos objets de recherche et que du coup, on les trouve passionnants et légitimes. Mais je pense qu'il y a aussi un intérêt des pouvoirs publics à être en capacité d'avoir des données, notamment pour être en capacité d'évaluer ses propres politiques. Alors sans forcément basculer, on en parlait au tout début de l'après-midi, sur une politique qui consisterait à mettre des bonnes notes et des mauvaises notes et puis à faire du chiffre dans cette logique-là, mais quand même pour voir qu'est-ce qui est capable d'infléchir à certains endroits, notamment les inégalités qui ont été pointées, et qu'est-ce qui, au contraire, peut-être va, de manière paradoxale, les faire exploser. Voilà ce que je voulais dire. J'ai trouvé que c'était globalement passionnant, donc je tiens à remercier nos 6 intervenants pour leur présence. Mes grands remerciements à la Maison du Vélo, à Mobiscol pour cette dynamique et donc les journées qui continuent demain, et au Grand Lyon pour l'accueil.